Bonjour à tous et bienvenue dans cette salle de conférence virtuelle HEC Paris pour notre webinaire de ce soir. Lorsque vous rejoignez la conférence, vous remarquerez que vos micros ont été coupés. Vous serez cependant en position de poser des questions et de commenter en utilisant le menu Q&A que vous retrouverez en bas de Bonjour votre à tous et fenêtre bienvenue dans dans la cette salle de barre conférence virtuelle d'outils HEC Zoom. Paris pour notre webinaire de ce soir. Lorsque vous rejoignez la conférence, vous remarquerez que vos micros ont été coupés. Les professeurs ne répondront aux questions envoyées via le qu'aux questions envoyées via le menu Q&A et il ne répondra à aucune question provenant du chat. Veuillez noter que vous pouvez voter pour une question déjà posée pour la mettre en avant au moment du Q&A. Votez en cliquant sur l'icône pouce en l'air à côté de la question afin de les prioriser sur le tableau de bord du professeur. Assurez-vous de garder le chat pour des questions techniques et uniquement avec notre équipe. Nous tenons également à vous rappeler que ce webinaire est diffusé actuellement sur YouTube. Je passe la main à Eva pour le début du webinaire. Donc tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la 4e conférence du cycle de conférences Interécole HEC, Centrale Supélec et l'ENS Paris-Saclay. Donc sur le thème au-delà de la croissance du PIB vers une économie durable. Donc à travers ce cycle, nous explorons diverses thématiques telles que la soutenabilité de notre modèle sociétal actuel, ou encore la production de richesses et la mise en place d'un nouveau paradigme au regard de l'urgence climatique. Ce soir, nous avons un invité, M. Gaël Giraud, économiste. Nous sommes donc heureux de l'accueillir. Bonsoir, M. Giraud, et nous vous remercions pour avoir répondu positivement à notre invitation. Bonsoir. Quelques mots en plus sur notre invité, M. Giraud. Vous êtes un économiste spécialisé en économie mathématique, également directeur de recherche au CNRS, ancien économiste en chef de l'Agence française de développement, l'AFD. Et vous avez également soutenu 2 thèses. La première sur les jeux stratégiques de marché, donc ce qui vous confère une expertise sur les sujets des marchés, financiers notamment, sur la monnaie aussi également. Et votre seconde thèse en théologie, puisque M. Giraud est également prêtre jésuite, a porté sur le thème « Une théologie politique des communs de l'Anthropocène » qui traduit votre volonté de croiser les horizons, l'économie, mais aussi l'éthique, la théologie, et qui vous a amené aussi à vous engager pour l'écologie. À travers cette conférence, nous souhaitons aborder les questions soulevées par l'Anthropocène à travers la technique, l'économie, mais aussi la société. Nous commencerons dès lors par aborder les limites de notre modèle actuel, avant d'aborder quelques solutions, puis de finir sur une étude de la place de l'homme dans la société, mais aussi dans la nature. Merci encore Gaël Giraud d'être présent et merci à tous de nous écouter ce soir. Nous allons démarrer et nous allons commencer par un propos introductif de M. Giraud. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à chacune et à chacun. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Et je vais vous montrer quelques slides, juste à titre vraiment introductif. Et ensuite, on pourra discuter. Oh, si ça marche. Ça va bien marcher, en tout cas. Bon. Ça n'a pas l'air de vouloir. Bon, peu importe. Alors ici, vous voyez une première slide que certains peut-être d'entre vous ont déjà vue. Vous voulez mettre en full screen, vous avez l'icône qui est juste à gauche de votre barre de Zoom. Oui, voilà, celle-là. Oui, voilà, c'est celle-là. Je m'étais trompé d'icône. Ouais, merci beaucoup. Vous avez tous fait l'expérience que c'est plus facile, paradoxalement, de courir dans la savane alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre que de courir dans la forêt du Vietnam alors qu'il ne fait que 35 degrés. La différence, c'est que la forêt est beaucoup plus humide que la savane. Et que le corps humain supporte beaucoup mieux en fait 35-40 degrés secs que 35 degrés très humides. Alors ça, ce premier graphique a été fait par des chercheurs qui ont publié leurs travaux dans Nature il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. En abscisse, vous avez la température moyenne dans la journée et en ordonnée, vous avez le degré d'humidité de l'atmosphère. Et cette courbe rouge ici, elle vous donne la composition, enfin l'ensemble des compositions humidité-température
au-delà desquels la situation devient létale pour un corps humain si vous y êtes exposé plus de 6 heures sans avoir accès à l'air conditionné. Autrement dit, s'il fait 40 degrés, à partir du moment où l'humidité est supérieure à 20%, et que vous restez plus de 6 heures là-dedans, vous mourrez. D'où, par exemple, les morts en série à New Delhi à chaque fois qu'il y a une poussée de température en Inde maintenant. Alors la question que se sont posées ces climatologues et cliniciens, c'est si on continue d'évoluer sur la planète le long de ce qu'on appelle le RCP 8.5, que vous voyez sur la courbe rouge ici, je vais vous dire à quoi elle correspond. Le RCP 8.5, c'est le scénario le plus pessimiste du GIEC, qui n'est pas le scénario le plus pessimiste que les climatologues ont en tête, mais qui est celui qui est pour l'instant le plus pessimiste du GIEC. Qui est celui, en gros, qui correspond à peu près au business as usual, c'est-à-dire on ne fait rien, on continue de ne rien faire ou pas grand-chose contre le dérèglement climatique. Ça nous emmène à quelque part au-dessus de plus 3 degrés, c'est sûr, plutôt vers plus 4 degrés d'augmentation de la température moyenne à la fin du siècle sur la planète. Et la question que se sont posées ces chercheurs, c'est si on suit le RCP 8.5, à la fin du siècle, quelle sera la part des terres immergées de la planète qui seront soumises à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Le résultat, vous le voyez ici, c'est 50% à peu près. Donc ça veut dire que la moitié des terres émergées de la planète seront soumises plus de 20 jours par an à des conditions létales de température et d'humidité si on reste le long du RCP 8.5. Et évidemment, tout le monde ce soir espère qu'on va décrocher le RCP 8.5. Si vous regardez ce qui se passe en 2050, toujours le long du RCP, on est déjà au-dessus de 35%. On a déjà plus d'un tiers des terres émergées qui sont soumises à ces conditions létales de température et d'humidité. La cartouche de droite, elle répond à la question quelle est la part de l'humanité qui va être soumise à ces conditions. Alors, sous l'hypothèse héroïque que les gens ne vont pas migrer, évidemment, ils vont migrer, mais c'est juste pour avoir une idée de l'ordre de grandeur. La réponse, c'est toujours le long du RCP 8.5, ici, ce serait 75% de la population à la fin du siècle. Et en 2050, 60% de la population. Autrement dit, si personne ne migre, les 3 quarts de la population à la fin du siècle sont soumises à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité si nous continuons de ne rien faire. Évidemment, j'espère bien que ceci n'arrivera pas. Mais... Alors, où ceci va-t-il avoir lieu? Et ça, c'est la cartouche en bas, le RCP 8.5. Le code couleur est simple, vous le voyez ici, c'est blanc ou jaune très très pâle, c'est quelques dizaines de jours par an. Et rouge foncé brun, c'est quasiment tous les jours. Et le jaune canari, c'est 1 jour sur 3. Donc vous voyez que la totalité du bassin de l'Amazonie est condamnée, puisque tous les jours, il y aura des conditions létales de température et d'humidité. La quasi-totalité de l'Amérique centrale, tout le bassin du Congo ici, le golfe de Guinée, toute la frange océanique de l'Afrique de l'Est, tout le littoral indien et la quasi-totalité de l'Asie du Sud-Est. Donc lorsque la Banque mondiale dit dans ses rapports qu'elle envisage quelque chose comme 2,5 milliards de réfugiés climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle, vous voyez que ça n'est pas une rodomontade marseillaise. Alors, autre point d'attention, si vous regardez les zones jaunes, vous en avez une ici très intéressante. Toute la côte est-sud-est des États-Unis est jaune, donc ça veut dire 1 jour sur 3. Et toute la côte est de la Chine est jaune profond, avec des petites villes comme Shanghai, Shenzhen, etc. Le Japon est jaune clair. Alors, évidemment, on se dit, quand on voit ça, mais c'est pas grave, on va utiliser l'air conditionné pour se tirer de ce mauvais pas. Mais vous savez que c'est la mauvaise réponse, parce que l'air conditionné émet du CO2, donc ce serait une réaction auto-immune, c'est-à-dire qu'on essaierait de se sauver avec ce qui, justement, nous rend malade. Donc ça aggraverait la situation. Et par ailleurs, vous avez peut-être vu passer l'an dernier un rapport, plutôt en 2019, un rapport qui a été publié par la NASA et le Pentagone, qui répondait à la question quels sont les facteurs liés au dérèglement climatique qui pourraient empêcher l'armée américaine de remplir ses missions dans la décennie 2020. Donc pas à la fin du siècle, mais décennie 2020. Et ce rapport a été publié donc avant le déclenchement de la pandémie du coronavirus et donnait 2 éléments de réponse. Premièrement, les pandémies. Et vous avez peut-être vu que l'armée américaine s'est assez mal débrouillée pendant au moins la première moitié de la pandémie l'an dernier, avec ce fameux vaisseau militaire où tous les matelots étaient contaminés. Et puis, le deuxième motif d'obstacle à l'accomplissement de ces missions qu'invoque l'armée américaine, ce sont les blackouts
induit par l'excès d'utilisation de l'air conditionné. Et on a déjà vu en Californie en 2020, vous avez vu les grands méga fires californiens ont provoqué aussi des blackouts électriques sur la Californie parce que les Californiens se sont protégés de la fournaise en utilisant l'air conditionné. Voilà. Et donc l'air conditionné ne sera pas la réponse. Donc vous voyez que quand on voit ça, on se dit, bon, évidemment, les gens vont migrer parce qu'ils ne vont pas accepter gentiment de mourir parce qu'il fera trop chaud et trop humide. Et la question, c'est où? Et donc, nous nous préparons des décennies bien compliquées si nous refusons, si nous nous entêtons à refuser de lutter contre le dérèglement climatique. J'attire votre attention sur un pays particulièrement problématique, c'est l'Indonésie qui est ici. Vous savez que l'Indonésie a modifié la localisation de sa capitale l'an dernier, Jakarta, parce que c'est déjà invivable aujourd'hui. Et vous allez le voir sur les cartes suivantes, l'Indonésie est certainement, malheureusement, le pays martyr des prochaines décennies. Ici, une autre carte qui est faite par des chercheurs complètement différents, qui travaillent pour le World Resources Institute, le WRI, qui est un think tank américain à Washington. La question qui est posée ici, c'est le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'accès à l'eau douce pour les décennies qui viennent. Et le code couleur, c'est jaune, blanc ou jaune très clair, c'est moins de 10%, donc c'est pas grand-chose. Jaune canari, c'est entre 10 et 20%, orange 20-40, rouge 40-80, brun plus de 80. Vous voyez que là, ce n'est pas du tout les mêmes zones. Hein. La zone tropicale ici est épargnée, parce qu'elle a beaucoup d'eau, sauf de nouveau l'Indonésie. Donc l'Indonésie va avoir la double peine, il fera trop chaud et trop humide, et en plus, elle va manquer d'accès à l'eau douce. Et en revanche, vous voyez que toute l'Asie est concernée, en particulier l'Asie centrale, le Maghreb, bien évidemment, l'Afrique australe, la côte andine, les États-Unis ne sont pas du tout épargnés, et l'Europe n'est pas épargnée non plus. L'Espagne et l'Italie pourraient manquer jusqu'à 80% d'accès à l'eau potable en 2040, ce qui est juste après-demain. La France n'est pas épargnée, on est entre 20 et 40% pour la France. Donc j'espère bien que nos amis de WRI se trompent et pêchent par pessimisme, mais plutôt que de tester, on ferait mieux de se préoccuper de l'accès à l'eau potable en France, en milieu rural en particulier, dès cette année. Une autre carte, à mon avis, intéressante pour la discussion, c'est que suivant ce qu'on regarde, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes zones sur la planète qui sont concernées. Ici, c'est un travail qui a été fait par nos amis de Carbone 4, en partenariat avec nous à l'AFD, sur les événements climatiques extrêmes. Donc les typhons, les pluies diluviennes, les sécheresses. Vous savez que leur nombre, leur fréquence et leur sévérité vont augmenter dans les décennies qui viennent à cause du réchauffement climatique, avec aussi la multiplication des effets El Niño et La Niña. Mais là, vous voyez que la zone la plus durement touchée, c'est clairement l'Asie, avec Madagascar aussi, mais clairement l'Asie, et de nouveau, l'Indonésie n'est pas complètement épargnée. Donc, selon les questions que l'on pose sur l'impact du dérèglement climatique, les réponses qu'on va trouver ne sont pas du tout les mêmes. Alors, comme vous allez m'interroger sur la croissance verte, la décroissance, je vous remontre, mais je suis sûr que vous connaissez tous cette équation, l'équation de Kaya. L'équation de Kaya est complètement triviale puisque c'est une tautologie du type 1 égale 1. Alors, pour la comprendre, il faut commencer par le terme de gauche. Le terme de gauche, c'est l'ensemble de nos émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, si vous préférez. Vous êtes d'accord que CO2 est toujours égal à CO2. Jusque-là, je pense que tout le monde dans la salle est d'accord. Et vous vous souvenez, pas besoin de vous le rappeler, que vous pouvez multiplier et diviser en haut et en bas par la même quantité, sans que ça change une égalité. Donc CO2 est toujours égal à CO2 divisé par E multiplié par E. Et E ici, c'est la quantité d'énergie dissipée, disons, en une année. Et puis, je recommence, je multiplie et je divise par le PIB. Donc CO2 est toujours égal à CO2 divisé par l'énergie dissipée, multiplié par l'énergie divisée par le PIB, multiplié par le PIB. Et puis, je remultiplie et je divise également par la population. Alors, vous pouvez faire le même exercice avec plein d'autres variables. C'est très amusant et très intéressant et très instructif. Là, le point, c'est que vous avez compris que nous sommes tous engagés à réduire nos émissions de CO2 au maximum dans les années qui viennent. La France est même engagée à la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on aura le droit d'émettre et que l'océan va absorber gentiment ce qu'on émettra, pas du tout. Ça veut dire que le résidu de ce qu'on continuera d'émettre en 2050, il faudra qu'on le capture par des techniques de capture et de stockage de carbone. Contrairement à ce qu'ont cru certains ingénieurs pendant quelques années, nous n'aurons pas à notre disposition de techniques de capture et de stockage industrielles de carbone qui nous permettraient d'émettre des milliards de tonnes de CO2 en 2050. Donc ça veut dire qu'il faut que le terme de gauche, pour aller vite, tende vers zéro.
Mais si le terme de gauche doit tendre vers 0, c'est-à-dire que le terme de droite doit aussi tendre vers 0. Et cette égalité est toujours vraie parce que c'est une tautologie. Donc, il n'y a pas de théorie derrière, il n'y a aucune théorie. Vous n'avez pas besoin de connaître la relativité générale pour comprendre cette équation. Mais si le terme de droite doit tendre vers 0, ça veut dire que les coefficients qui le composent doivent tendre vers 0. La population, c'est compliqué. C'est même compliqué déjà de la maîtriser, de l'empêcher de continuer d'augmenter, mais a priori, on est 7,4 milliards aujourd'hui, on devrait passer à 9 milliards en 2050 et peut-être atteindre un plateau à 11 milliards à la fin du siècle. En tout cas, ce terme-là ne va pas tendre vers 0. Le PIB divisé par la population, ça c'est le revenu par tête. Ça, c'est le thème de la décroissance. Simplement, je vous mets au défi de trouver un politique qui va gagner les élections en promettant à ses compatriotes que leur revenu va baisser. Le troisième terme, c'est la quantité d'énergie divisée par le PIB, donc c'est l'inverse du contenu énergétique du PIB. Autrement dit, c'est l'intensité en énergie de votre PIB, de la richesse que vous produisez. Et puis, le premier terme ici, c'est le CO2 divisé par l'énergie. Donc, c'est le caractère plus ou moins polluant de votre mix énergétique. Donc, ce terme-là, il pilote en fait la transition énergétique, le passage des hydrocarbures fossiles vers des énergies renouvelables et éventuellement le nucléaire. Ce terme-là, il conditionne la sobriété énergétique de votre prospérité. Ce terme-là, il conditionne tout simplement votre revenu par tête, et ça, c'est la population. Donc, je reviens à mon point initial. Ceci doit tendre vers 0. Donc, il faut réfléchir à la manière dont on fait tendre ce terme-là vers 0. Et évidemment, le meilleur, ce serait de faire juste tendre ceci vers 0. Donc, de réussir à faire une transition énergétique au pas de course en réduisant à 0 ou quasi 0 les émissions de CO2 induites par l'énergie. C'est ça l'enjeu de la reconstruction écologique, à mon avis, de notre pays. Si, par ailleurs, nous insistons pour que le PIB par tête augmente, ça ne rend pas l'équation impossible à résoudre, ça la rend juste beaucoup plus difficile à résoudre. Parce que si ceci, admettons, est multiplié par 2 en 25 ans, ce qui est au moins ce que l'on connaîtrait si on avait une croissance de 2-3% par an, à ce moment-là, ça veut dire que la vitesse de décroissance de ce ratio ici, CO2 sur énergie, doit être 2 fois plus rapide, si on veut qu'en 2050, le tout continue de converger vers 0. Vous voyez ? Autrement dit, plus vous insistez pour que le PIB par tête augmente, plus ça rend difficile la résolution de l'équation. Alors, je n'ai pas dit impossible, j'ai dit difficile. Ça va ? Mais on pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, une dernière slide que je voudrais vous montrer, qu'on a beaucoup utilisée à l'Agence française de développement, qui a été, à l'origine, c'est un de mes amis, Mathis Wackernagel, qui est l'ingénieur qui a inventé l'empreinte écologique, qui avait conçu ça. Ici, en ordonnée, vous avez l'empreinte écologique, justement, vous savez, qui est une mesure, en gros, de la pression anthropique, avec un A, exercée sur nos écosystèmes naturels. Et donc, il mesure, au fond, cette pression transcrite en surface terrestre. Et donc, si vous avez une empreinte écologique supérieure à 1, ça veut dire que si tout le monde a votre mode de vie, il faudrait plus d'une planète pour que tout le monde puisse vivre durablement selon ce mode de vie. Et puis, l'abscisse, ici, c'est l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, l'IDH, c'est un indicateur construit par les Nations Unies. Leur bureau se trouve à New York, qui est composé de 3 composantes. La première, c'est le revenu par tête, le PIB par habitant. La deuxième, c'est une mesure du niveau éducatif de la population. Par exemple, la part de la population qui achève ses études primaires. Et puis la troisième, c'est l'espérance de vie à la naissance. C'est très insuffisant comme indicateur de la prospérité d'une société. Enfin, c'est déjà un tout petit peu mieux que juste le PIB. Et ce qu'on s'est amusé à faire sur cette carte, c'est à représenter les pays en fonction de leur localisation, à la fois en IDH et en empreinte écologique. Donc vous voyez que la France, par exemple, est ici, ce qui veut dire que la France a un IDH assez élevé, c'est pas mal, mais en revanche, elle a une empreinte écologique assez élevée également. Le Qatar, c'est bien pire en termes d'empreinte écologique, le Luxembourg, c'est encore pire. En revanche, vous voyez qu'un pays que j'aime beaucoup, par exemple le Tchad, puisque j'y ai vécu, lui, il a une empreinte écologique très faible, tant mieux, bravo. En revanche, il a un IDH catastrophique. Et plus globalement, vous voyez qu'on a une espèce de parabole ici, là, où, en fait, soit vous avez un IDH très faible et une empreinte écologique très élevée, soit vous avez un IDH très élevé, un IDH très faible et une empreinte écologique très faible, soit un IDH très élevé, mais une empreinte écologique très élevée. L'intérêt de ceci, c'est que vous pouvez regarder la capacité de charge de la planète, par exemple, en 2012. Autrement dit, qu'est-ce qui correspond à une empreinte écologique égale à 1 en 2012
Bien, c'est cette ligne ici, ligne horizontale. Donc, tous les pays dont l'empreinte écologique est supérieure à cette ligne horizontale ont une empreinte écologique insoutenable, au sens où, si la planète entière vivait comme eux, il nous faudrait plus d'une planète pour vivre. Ça va? Donc, ils dépassent la capacité de charge de la planète. Donc, vous voyez que la France est bien au-dessus. Cette ligne, en 1961, elle était ici. Elle était nettement au-dessus. Alors, pourquoi a-t-elle baissé? Parce que précisément, au fur et à mesure que nous détruisons les écosystèmes, nous réduisons la capacité de charge de la planète. Et donc, nous rendons le défi qui est d'avoir une empreinte écologique inférieure à 1 encore plus difficile à atteindre. Alors, il se trouve que l'IDH de la Russie, pendant des années, a été 0,8 et que donc la communauté internationale, au fond, a pris comme convention qu'un pays peut s'estimer heureux lorsque son IDH est supérieur ou égal à 0,8. Question, existe-t-il un pays dont l'IDH soit supérieur à 0,8, dont l'empreinte écologique soit inférieure à 1, ce qui serait un pays modèle? La réponse est non. Parce que si un tel pays existait, il serait dans ce rectangle ici. Alors, vous montrer ceci, ce n'est pas pour nous déprimer, c'est pour nous dire, au fond, le défi qui attend les pays, tous les pays de la planète dans les années qui viennent, c'est de converger tous vers ce rectangle magique. Les pays dits développés doivent descendre verticalement, autrement dit baisser leur empreinte écologique sans baisser leur IDH, tandis que les pays plus pauvres, tous ceux qui sont ici, en particulier en Afrique subsaharienne, doivent augmenter leur IDH sans augmenter leur empreinte écologique. Ça veut dire que tout le monde a des efforts à faire, seulement ce n'est pas les mêmes efforts. Ça va? Alors, il y avait un pays qui, il y a quelques années, était pile ici, et je vais m'arrêter là. Donc, pile sur le coin haut gauche du rectangle, autrement dit, dont l'IDH était exactement égal à 0,8 et dont l'empreinte écologique était exactement égale à 1 à l'époque. Ce pays, c'était Cuba. Cuba, maintenant, a rétrogradé, un peu plus bas, ici, là. Mais Cuba était ici. Alors, évidemment, on pourrait se dire, bon, mais donc ça veut dire qu'il y a quelques années, Cuba était un modèle. Réponse non. Je pense qu'aucun d'entre nous, aucune d'entre nous n'a envie d'étendre à Cuba le modèle d'étendre à la France, par exemple, le modèle de société qui était représenté par Cuba il y a quelques années. Pourquoi? Parce que, par exemple, les droits de l'homme, au hasard, y étaient très largement bafoués. Autrement dit, il manque, à mon avis, dans cette carte qu'on regarde en ce moment, une troisième dimension. En fait, on devrait regarder une carte en 3D, dans laquelle la troisième dimension, ce serait le niveau de respect des droits de l'homme, hein, et l'état de droit plus globalement, avec lequel nous sommes en train de jouer dangereusement en France, par exemple, depuis quelques mois. Et donc, moi, je reformulerai volontiers le grand défi de société qui est devant nous, qui est tout le monde doit converger dans le rectangle qui est ici, et en plus, promouvoir les droits de l'homme et l'état de droit dans son pays. Vous voyez? Alors ça c'est un vrai projet de développement pour les années qui viennent. Voilà, je vais m'arrêter là, et on va pouvoir passer aux questions. Donc, je vous remercie pour ces propos introductifs. Donc, pour commencer les questions, on a une première partie qui va être plus sur le constat actuel. Donc, pour commencer, vous avez déjà énoncé quelques prédictions qui nous attendent pour les prochaines années. Mais donc, concernant le modèle actuel et ses limites, la société avec ses dynamiques actuelles comme l'urbanisation, la mondialisation, l'augmentation du niveau de vie, l'épuisement des ressources et autres, peut-elle être réellement écologique et peut-elle être résiliente ou l'effondrement est-il inéluctable selon vous? Alors, la réponse à ceci, c'est je ne crois pas du tout que l'effondrement soit inéluctable. Pour une raison simple, c'est que je ne suis pas collapsologue et je ne crois pas à l'effondrement. Je ne sais pas ce que c'est que l'effondrement en vérité. L'effondrement avec un E majuscule. J'en ai pas mal discuté avec Pablo Servigne, qui est un ami, et je crois que Pablo, aujourd'hui, est beaucoup revenu sur, disons, une première version probablement déformée de ses propres thèses qui a circulé dans le public. Il n'y aura pas de grand soir avec le lendemain un blackout électrique et ce sera la fin de tout, et après ça, on fera des pique-niques sympas dans le jardin parce qu'on sera devenus tous gentils. Je pense que ce qui est derrière l'imaginaire de la collapsologie, c'est en fait la suppression de l'État, l'abolition de l'État, et une espèce de, comment il faudrait dire ça, et je dis ça, et ce n'est pas une critique, hein, d'imaginaire un peu anarchiste qui se dit, mais au fond, ce que la politique n'a pas réussi à faire, la nature le fera, c'est-à-dire nous débarrasser de l'État. Or, les pays dans lesquels l'État s'effondre, dans l'État, lui, peut s'effondrer, malheureusement. Regardez ce qui se passe en Mauritanie, ce qui se passe au Mali, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer en ce moment au Burkina Faso. Regardez ce qui se passe au Liban. C'est pas du tout sympathique.
puisque en réalité, une société dont l'État disparaît, elle se tribalise et elle revient à un régime féodal, celui qu'a connu l'Europe pendant la féodalité, c'est-à-dire d'extrême violence, dans lequel vous avez des tribus armées qui font régner la terreur sur les populations sur lesquelles elles prennent le pouvoir. Voilà, c'est ça qui se passe. Et puis évidemment, une fois que l'État s'est effondré, vous n'avez plus de service public. Donc imaginez la pandémie sans hôpital public. Voilà. Donc mon point, c'est l'effondrement. D'abord, je ne sais pas ce que c'est. Et si ça devait désigner quelque chose, en réalité, à mot couvert, ça désigne l'effondrement de l'État, et ça, c'est juste insupportable. Donc il faut tout faire pour éviter ça. Par ailleurs, en fait, ce qui se passe en vérité, c'est pas du 0-1, c'est pas un jour il y a un effondrement, c'est toute une série d'effondrements partiels qui sont déjà en cours et qui petit à petit, parce qu'ils s'accumulent, rendent la situation incontrôlable et irréversible. Donc moi, l'image que j'utiliserais, c'est plutôt, nous sommes tous à l'intérieur du cratère d'un volcan, le volcan va se mettre en éruption, la lave est en train de monter, mais chaque mètre que nous gagnons sur la paroi est un mètre gagné, c'est-à-dire est une bonne chose. Pourquoi? Parce que finalement, l'imaginaire collapsologique, il a un côté un peu démobilisateur. Vous voyez, on se dit, bon, bah, finalement, puisque tout va s'effondrer, à quoi bon? Donc moi, je rencontre des étudiants, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, et s'il y en a, réfléchissez-y, qui se disent, mais à quoi bon faire des études et chercher un boulot, puisque de toute façon, dans 20 ans, tout va s'effondrer. Peut-être que ça vous traverse. Et si ça vous traverse, je vous conjure de vous débarrasser de ces pensées-là. Parce que c'est pas vrai que dans 20 ans, il n'y aura plus rien. Dans 20 ans, peut-être que ça ira mal, mais il y aura encore beaucoup de choses à sauver, j'espère bien. Vous voyez, parce que j'aime mon pays. Donc voilà, moi je crois que la métaphore de la paroi volcanique, c'est beaucoup plus intéressant. Et si on arrive à sortir du cratère, c'est encore mieux. Voilà, alors sortir du cratère, ça veut dire échapper complètement à la menace écologique. C'est pas pour demain matin. Peut-être que vous, votre génération y arrivera. La mienne n'y arrivera pas, ça c'est sûr. C'est trop tard. En revanche, plus on se rapproche du bord, mieux c'est. Vous voyez? Alors, cela étant dit, est-ce que le mode de production et de consommation actuel est compatible avec la contrainte écologique? La réponse est non. Ça, c'est sûr que non. Donc, je vous ai montré, les scénarios du business as usual nous emmènent dans le mur. Juste une toute petite remarque, et ce n'est pas un reproche que je vous adresse, hein, le mot prédiction est à bannir définitivement dans ces questions-là. Ce que je vous ai montré, ce ne sont pas des prédictions. Hein, ce sont des scénarios construits sous un certain nombre d'hypothèses. Donc, c'est de la modélisation prospective. Donc, ce n'est pas le bulletin météo qu'on entend le matin à la radio, puisqu'on est absolument incapable de faire la prédiction à ce niveau d'abord de généralité et puis surtout à long terme, de cette manière-là. Tout ce qu'on est capable de faire, c'est de faire tourner des modèles, de faire des hypothèses et de dire, voilà, sous ces hypothèses, si elles sont vraies, et si notre modèle n'est pas trop faux, voilà ce qui vraisemblablement devrait arriver. Hein, et d'ailleurs, je vous avais entendu, j'ai précisé, si les gens ne migrent pas, alors 75% de la population seront soumis à 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Mais j'espère bien que les gens vont migrer. C'est évident que les gens vont migrer. Vous voyez? Ça va? J'ai un peu répondu à la question? Oui, ça va. Oui. Vous avez parlé de l'équation de Caillard, dans laquelle vous utilisez le PIB, produit intérieur brut. Et cet indicateur est souvent utilisé pour étudier les performances économiques des pays. Or, il ne prend pas toujours bien en compte les problèmes environnementaux et sociaux. Et certains proposent d'utiliser d'autres indicateurs pour piloter les politiques publiques, par exemple. Et quels autres indicateurs vous aimeriez voir utiliser? Et selon vous, quelles sont les limites du PIB? Alors, le PIB est un très mauvais indicateur. Je pense que ça, c'est relativement bien connu. Je peux le redire rapidement, puisque certains d'entre vous font de l'économie. Donc, c'est évident que, d'abord, premièrement, le PIB ne prend pas en compte la dette écologique. Donc, les désastres écologiques qui sont le coût induit par la manière dont nous produisons et nous consommons. Ça, c'est évident. Le PIB ne prend pas en compte les inégalités. Et le PIB, par exemple, je vous donne un exemple, le PIB augmente si vous faites un accident sur l'autoroute. Parce qu'il faut venir vous chercher en ambulance, il faut vous transporter à l'hôpital si vous êtes encore vivant, etc. Le PIB augmente si vous polluez une rivière, puisqu'il faut dépolluer la rivière, il faut vous soigner. Etc. Donc, vous voyez que c'est un très mauvais indicateur. En fait, le PIB a été construit dans les années 30, en Europe et aux États-Unis, essentiellement pour mesurer l'aptitude de nos voisins à nous faire la guerre. Donc, en fait, ce n'est pas une mesure de la prospérité. Alors, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les raisons du fétichisme lié au PIB, mais pour l'instant, je réponds à votre question. Existe-t-il des indicateurs alternatifs? La réponse est oui. Je vous en ai déjà montré un tout à l'heure, l'IDH, qui
qui est un tout petit peu moins stupide que le PIB. La difficulté, si vous voulez, c'est que nos députés, par exemple, lorsqu'ils discutent un projet de loi de finances, ne regardent comme indicateur que le PIB. Et c'est là qu'est la vraie difficulté, c'est-à-dire les grandes décisions de politique publique sont prises encore aujourd'hui en fonction essentiellement du PIB, alors qu'il faudrait regarder beaucoup d'autres indicateurs. Alors, si vous cherchez d'autres indicateurs, il y a un rapport qui est très bien fait, qui a été fait par Amartya Sen, le prix Nobel d'économie indien, et Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, en 2010, à la demande de Nicolas Sarkozy. Sarkozy avait demandé un rapport sur les indicateurs alternatifs au PIB. Vous voyez que votre question ne date pas d'aujourd'hui. Et le rapport Sen-Stiglitz, en fait, n'a rien de révolutionnaire, dit des choses qui étaient relativement bien connues des économistes à l'époque, mais a la vertu d'exister et de faire une très bonne synthèse. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans le rapport Sen-Stiglitz. Mais si vous voulez pas être frustré par ma réponse, une manière de répondre, c'est vous prenez déjà l'IDH, que je vous ai montré tout à l'heure. Si le revenu par tête, vous êtes assez convaincu, ce qui est mon cas, que ce n'est vraiment pas une bonne mesure, et vous avez vu que c'est l'une des 3 composantes de l'IDH, vous prenez par exemple le revenu par tête moyen, parce que c'est une moyenne, uniquement des 40% les plus pauvres de la population. Donc ça vous permet de focaliser sur la partie pauvre de la population. Parce qu'en fait, le revenu par tête moyen, il est déformé par le fait que vous pouvez avoir beaucoup de gens très pauvres, et puis vous avez une toute petite minorité de gens extrêmement riches, mais qui font remonter la moyenne. Donc, si vous ne voulez pas avoir cette déformation-là, vous regardez le PIB par tête en moyen des 40% les plus pauvres. L'éducation, c'est très important, vous le gardez. L'espérance de vie à la naissance, vous le regardez. Mais vous regardez, par exemple, l'espérance de vie en bonne santé à la naissance. C'est déjà plus intéressant. Vous rajoutez un indicateur des inégalités. Alors là-dessus, vous en prenez 2. Par exemple, vous prenez ce qu'on appelle l'indice de Gini, qui mesure la distance de la répartition, par exemple, des revenus, si c'est l'indicateur, si c'est les inégalités de revenus qui vous intéressent, la distance de la distribution des revenus à une distribution parfaitement égalitaire. Donc, plus l'indice de Gini est élevé, moins vous êtes égalitaire. Vous prenez aussi, par exemple, des ratios bien connus qui existent depuis une 50aine d'années entre, par exemple, le revenu moyen des 10% les plus riches sur le revenu moyen des 10% les plus pauvres. Ce n'est pas l'indice de Gini, c'est autre chose. Et ça vous regarde juste les queues de distribution. Et ça vous donne une idée de l'écart des queues de distribution. Ça vous donne les inégalités. Et puis, il vous faut certainement aussi une jambe sur la question écologique. Donc là, tout à l'heure, dans le graphique que je vous ai montré, j'ai utilisé l'empreinte écologique de Wackernagel. Bon, elle a sa grande qualité, c'est qu'elle existe et qu'elle permet de comprendre comment on peut dépasser les capacités de charge d'une planète sans mourir tout de suite. Vous voyez, c'est l'effet coyote. Vous êtes peut-être trop jeune pour connaître le dessin animé du coyote, mais il y a quelques décennies, il y avait un dessin animé qui faisait fureur, dont le personnage principal est un coyote, surtout aux États-Unis. Et ce coyote, il avait la mauvaise idée de courir dans tous les sens, et en particulier de courir le long des falaises et de temps en temps de dépasser la falaise. Et le moment du coyote, c'est le moment où le coyote est dans le vide, il pédale à toute vitesse, mais il regarde le sol, il voit qu'il a dépassé la limite et que donc il est dans le vide et qu'il va tomber. Il n'est pas encore tombé. Donc, lorsque l'empreinte écologique est supérieure à 1, ça veut dire qu'on est dans le moment du coyote. On a dépassé la capacité de charge, ça va très mal se passer. Donc, par exemple, il va y avoir des effondrements de biodiversité, on le sait, des érosions du sol très très rapides, mais on n'est pas mort. C'est ça qui entretient l'illusion qu'on peut continuer comme ça. Oui, l'illusion des Trumpistes, par exemple. Donc, l'avantage de l'empreinte écologique, d'après moi, c'est qu'elle permet de formaliser un tout petit peu le moment du coyote et d'expliquer à ceux qui sont encore sceptiques pourquoi, en dépit des apparences, tout va mal, bien qu'on n'ait pas encore vu de grands effondrements de biodiversité. Il y en a, en fait. Vous avez vu que, par exemple, la masse des insectes en Europe a été réduite de 80%, donc c'est colossal. Et ça, les gens qui sont un tout petit peu plus âgés que vous se souviennent très bien que quand ils étaient gamins, quand ils prenaient la voiture sur l'autoroute, ils avaient des tas d'insectes sur le pare-brise. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Donc ça, c'est une petite expérience existentielle très simple. Mais disons, malheureusement, pour l'instant, au moins dans les pays du Nord, on peut conserver, surtout si on vit en ville, l'illusion que pour l'instant, on ne voit pas tellement les dégâts écologiques. En réalité, dans les pays du Sud, c'est déjà très, très manifeste. Il n'y a plus d'ambiguïté. Et voilà. Donc, à mon avis, l'intérêt de l'empreinte écologique, c'est qu'elle permet ceci. Cela dit, elle a quelques difficultés, cette empreinte. Elle capture mal, par exemple, le cycle de l'eau. Voilà. Et donc, certainement, en vérité, que la part écologique de votre indicateur, il faudrait qu'elle soit plus fine que l'empreinte écologique. On pourra en reparler, si vous voulez, des choses plus raffinées. Mais disons, il vous faut un indicateur qui vous rende compte, en gros, de la pression anthropique. Et l'empreinte écologique est un candidat parmi d'autres.
Merci, monsieur. Peut-être sur une question sur le contexte actuel. On a parlé de la crise qui se profile sur un horizon qui se rapproche, mais à cette crise se superpose quand même une crise, sanitaire, immédiate. Est-ce que, est-ce que c'est pour le monde d'après qu'on annonce, est-ce que c'est une menace pour les préoccupations environnementales? Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour la transition? Est-ce qu'on a voilà, un risque que les préoccupations environnementales diminuent au profit de préoccupations pour le chômage, par exemple? Hem, Qu'en pensez-vous? Oui, vous avez raison. Alors là, on peut, si vous voulez, on ne va parler que de la France, hein, et peut-être aussi bon, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, qui ont des situations assez analogues aux nôtres. Moi, je dirais pour l'instant que le premier et le deuxième confinement ont eu des impacts complètement différents. Et le troisième, que vous allez connaître probablement à la fin du mois, malheureusement, moi je serai aux États-Unis, ça ne veut pas dire que ce sera mieux, mais voilà. Le troisième, probablement, à mon avis, aura les mêmes effets que le deuxième. Le premier confinement a eu un effet extrêmement positif sur la question écologique, la prise de conscience de la gravité de la question écologique, puisqu'en gros, je vais caricaturer, mais les CSP+ urbains, écolo-bobo, dont je fais évidemment partie, se sont dit, ah ben c'est très grave. Et donc, ça veut bien dire que la biodiversité, l'érosion de la biodive et les questions écologiques, c'est très important. Et le premier confinement a eu certainement un effet galvanisateur du côté de la préoccupation pour les questions écologiques. D'où notamment, par exemple, les résultats municipaux. Le deuxième confinement, pas du tout. Le deuxième confinement a eu un effet déprimant pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le premier, comme c'était le premier, beaucoup d'entre nous se sont dit, bon, c'est un mauvais moment à passer, mais ça ira mieux après, et le monde d'après ne sera plus du tout, plus jamais comme le monde d'avant. Et puis, tout le monde a fait l'expérience que le monde d'après, c'était le monde d'avant en pire. Donc, cette espérance-là est beaucoup plus dure à entretenir lors du deuxième confinement. Et puis, le deuxième confinement, il y a aussi le fait que le retour de bâton économique est encore beaucoup plus sévère et que la préoccupation que vous mentionniez à l'instant, qui est celle du chômage, devient effectivement majeure pour une bonne partie des Français. On va probablement avoir 1 million de chômeurs en plus à la fin de l'année, enfin, à la fin de l'année 2021, à cause du premier et du deuxième confinement. Si on en fait un troisième et qui dure longtemps, on en aura encore beaucoup plus. On aura perdu quelque chose comme 10% du PIB en 2020. Ce n'est pas une manière de dire que le PIB est un bon indicateur, mais comme on utilise cet indicateur, autant regarder avec cet indicateur-là. Donc, en termes de production de richesse marchande, 10% de moins, ce qui veut dire des faillites en série de toute une série d'entreprises, en particulier du côté des PME, et certainement un marché de l'emploi extrêmement dégradé, comme on peut dire de manière assez euphémisée, donc beaucoup de chômage dans les mois qui viennent. Là-dessus, je voudrais juste souligner un point qui est que, en vérité, ça va ne faire qu'aggraver une situation qui était déjà très mauvaise du point de vue de l'emploi, parce que les statistiques classiques du chômage, à mon avis, sont relativement trompeuses, dans la mesure où elles assimilent le plein emploi avec l'emploi partiel. Comme si quelqu'un qui travaille à temps partiel avait décidé, aurait pu travailler à temps plein, mais avait décidé, par exemple, pour avoir le temps d'élever ses enfants ou d'aller faire de la pêche à la ligne, de travailler uniquement à temps partiel. La vérité, c'est pas ça, c'est que les temps partiels choisis sont très minoritaires. La majorité des temps partiels sont des temps partiels subis. Si maintenant vous regardez le taux de chômage en France, le taux de sous-emploi, en équivalent temps plein, c'est-à-dire si vous dites, si vous avez 2 personnes qui travaillent à mi-temps, ça ne fait pas 100% de chômage, d'emploi, ça fait 50% de chômage, 2 personnes qui travaillent à mi-temps. Alors en équivalent temps plein, le taux d'emploi en France avant la pandémie, c'était 70%. Donc vous aviez 30% de chômage en équivalent temps plein, vous voyez, avant la pandémie. En Allemagne, 25%. Donc le marché allemand qui est réputé être à l'équilibre, où on nous dit qu'il n'y a plus que du chômage frictionnel, c'est une blague. C'est qu'en fait, le marché allemand produit depuis des années uniquement des petits boulots précaires à temps partiel. Les États-Unis, 30%. Alors, malheureusement, tout ceci va s'aggraver avec la pandémie. Mais je souligne ça pour qu'on n'ait pas un effet de loupe lié à la pandémie et qu'on ne se mette pas à dire, oui, en fait, voilà, ça va très mal, mais tout ça est uniquement dû à la pandémie. En vérité, ça allait déjà mal avant. La pandémie va juste accentuer et aggraver la situation. Ça va ? Donc voilà, ma réponse, c'est l'écologie en a bénéficié dans le premier confinement, pas du tout dans le deuxième, et je crains qu'elle en bénéficie assez peu au cours de l'année 2021, en tant que sujet de préoccupation prioritaire des Français. Et du point de vue des pouvoirs publics, alors est-ce qu'on peut attendre quelque chose du plan de relance?
Alors, pour ce qui est du plan de relance, non, pas grand-chose, à mon avis, parce que ça n'est pas un plan de relance, c'est un faux plan de relance. Le plan de relance du gouvernement, si vous parlez du gouvernement français, hein, le plan de relance du gouvernement français, c'est 100 milliards. Sur ces 100 milliards, il y en a 40 qui viennent de l'Union européenne, qui sont liés à la, disons, dette communautaire qu'on a fini par accepter d'émettre au cours de cet été. Donc, ils ne sont pas un budget français. Et sur les 60 milliards restants, vous en avez 30 qui étaient déjà budgétés. Donc, qui étaient des dépenses contraintes que l'État aurait faites de toutes les manières, avec ou sans pandémie. Donc, en réalité, en argent neuf, en fresh money, comme on pourrait dire, vous n'avez que 30 milliards. Dans un contexte où nous allons perdre au moins 200 milliards de revenus en 2020. On n'a pas encore les chiffres, mais c'est au moins 200 milliards. Donc, de la main gauche, vous perdez 200 milliards, de la main droite, vous rajoutez 30 milliards, vous voyez bien que le compte n'y est pas. Donc, ce n'est pas de la relance, c'est juste l'acceptation de la résignation face à la dépression économique et en réalité de l'austérité budgétaire. D'ailleurs, le gouvernement a communiqué très tôt là-dessus, dès le mois de juin. Le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, s'est exprimé dès le mois de juin dernier, 2020, pour dire on va atteindre 120% du PIB de dette publique, c'est beaucoup trop, on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir faire de l'austérité budgétaire. Ce qui est bien ce que fait ce gouvernement. Donc, on ne peut pas en attendre grand-chose, à mon avis. Merci. Donc, vous avez dit que le plan de relance du gouvernement français n'allait pas injecter suffisamment d'argent dans l'économie, puisqu'il y a déjà beaucoup de dépenses contraintes. Cependant, il y a un vrai besoin de financement pour la transition écologique. Oui. Et j'avais lu, par exemple, dans les rapports de la Cour des comptes européenne, qu'elle estimait un besoin de financement de plus de 1 000 milliards d'euros entre 2021 et 2030 pour la reconversion écologique de l'économie, qui inclut le transport, le logement, l'industrie et les services, ce qui représente au minimum 300 milliards d'euros d'investissement de plus par an que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui représente donc une grosse somme d'argent. Donc la question, c'est comment trouver ces financements. Et certains économistes proposent par exemple de changer le rôle des banques centrales en mettant fin par exemple à la neutralité des banques centrales européennes, de la Banque centrale européenne, pour pouvoir utiliser la création monétaire pour financer de manière ciblée des actifs écologiques, des actifs verts, comme des énergies renouvelables par exemple. Donc j'aimerais bien savoir quel est votre point de vue sur ces idées-là et selon vous, quels seraient les outils pour financer la transition écologique? Alors, merci, c'est une bonne question. En fait, j'ai proposé précisément d'utiliser la Banque centrale européenne pour financer la transition écologique déjà dans mon bouquin Illusion financière en 2013. Et j'avais déjà fait à l'époque une liste des principaux outils qui sont à notre disposition. Alors, le premier, c'est celui auquel vous avez fait allusion, c'est-à-dire que vous demandez à la BCE d'injecter elle-même de la monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, à cause d'une image utilisée par Milton Friedman dans les années 60-70. C'est-à-dire, comme vous imaginez un hélicoptère qui lâche des billets sur la ville. Bon, c'est Noël, oui. Mais en réalité, c'est pas par-delà la métaphore. Ce que ça veut dire, c'est qu'on demanderait à la BCE de donner de l'argent, non pas de faire du crédit, donner de l'argent. Donc, vous utilisez de la monnaie active, qui n'est pas une dette, donc qui ne sera pas remboursée, qu'elle injecte dans l'économie, par exemple du côté des ménages précaires ou du côté des entreprises qui en ont besoin. J'ai deux amis qui ont réécrit un bouquin, qui ont écrit un bouquin là-dessus, qui s'appelle La monnaie écologique, que je vous recommande. Donc, c'est Alain Grandjean et Nicolas Dufresne, pour faire un plaidoyer extrêmement bien construit en faveur de cette proposition. Donc ça, c'est une option. On pourra discuter de ses avantages et de ses défauts. Une autre option, à mon avis, c'est beaucoup moins hétérodoxe, c'est d'utiliser les outils dont on dispose aujourd'hui, et par exemple, d'inciter les banques privées à faire du crédit vert, à financer le vert. Aujourd'hui, elles ne le font pas, très peu, très insuffisamment. Vous avez un rapport d'Oxfam publié la première fois il y a 2 ans, puis republié l'an dernier, qui redit la même chose, malheureusement, parce que ça n'a pas bougé. La première fois, c'était il y a 3-4 ans, qui dit, en gros, sur 10 € de financement des énergies renouvelables, sur 10 € de financement d'énergie, les banques en financent 7, les banques françaises en financent 7 pour les hydrocarbures fossiles. Donc, elles continuent de financer le brun. Et elles financent de manière minoritaire le vert. Donc, vous avez aussi tout un enjeu qui est comment fournir les bonnes incitations pour nos banques pour qu'elles acceptent de financer le vert exclusivement. Alors là, vous avez toute une panoplie d'outils à votre disposition. Le premier, celui qui est le plus discuté aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Green Enhancing Factor et le Brown Penalizing Factor, en anglais, qui est vous jouez sur les règles, les ratios prudentiels de Bâle III. Je ne sais
pas si ça vous dit quelque chose, mais pour ceux qui ne sont pas financiers, comptables ou économistes, nos banques sont contraintes d'obéir à un certain nombre de règles dites prudentielles, au fond parce qu'elles invitent à la prudence, qui sont édictées par un organisme qu'on appelle l'organisme de Bâle, le comité de Bâle, dans la charmante ville de Bâle en Suisse, et qui en est à sa 3e version. Donc ça s'appelle Bâle 3. Donc les banques aujourd'hui obéissent à Bâle 3. Et Bâle 3 édicte notamment ce qu'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire à chaque fois qu'une banque vous accorde un crédit, si par exemple, Eva, vous allez voir votre banquier pour lui emprunter de l'argent pour acheter votre futur appartement, en fait, il va créer de la monnaie. Hein, il va vous dire qu'il va chercher dans ses caisses s'il a des sous. Et ça, c'est des contes de fées. Les banques, en fait, créent de la monnaie tous les jours. Simplement, il ne peut pas en créer une quantité infinie. Il peut en créer à condition d'avoir suffisamment de fonds propres dans sa banque. Et en fait, la quantité de fonds propres qu'il doit mettre de côté à chaque fois qu'il crée de la monnaie pour vous, ça dépend de votre profil d'emprunteuse, etc. Oui. Donc là, vous pourriez dire, si jamais le crédit accordé par la banque est vert, on exige moins de fonds propres, on exige qu'une quantité moindre de fonds propres soit mise de côté que si c'est un crédit brun. Oui. Donc le Brown Penalizing Factor, vous mettez un malus en termes de fonds propres pour les banques. Et le Green Enhancing Factor, vous mettez un bonus pour les banques. Alors évidemment, les banques, vous vous en doutez, elles sont très favorables au bonus vert. Elles ne sont pas du tout favorables au malus brun. Mais moi, je dis à tout le monde, évidemment, il faut mettre les deux. Et il faut commencer par le malus brun, parce que ce qu'il faut, c'est d'abord arrêter de financer le brun, évidemment. Je reviendrai peut-être sur l'un des obstacles, si vous voulez, tout à l'heure à la transition écologique, qui est aussi lié aux banques. Mais pour continuer de répondre à votre question, comme autre manière de financer la reconstruction écologique du pays, vous avez au moins un 3e outil qui est l'annulation des dettes publiques au bilan de la Banque centrale européenne. Il se trouve que la BCE, déjà depuis 2009 et de manière systématique depuis 2015, a acheté plusieurs milliers de milliards en fait, de dettes publiques européennes sur le marché secondaire. Donc en fait, par exemple, la France a fait une adjudication du Trésor, donc le Trésor français a émis de la dette, cette dette a été achetée, admettons, par la Société Générale, et très peu de temps après, la Banque Centrale Européenne, à Francfort, a acheté le titre de créance que détient la Société Générale sur l'État français, le lui a racheté. Donc en fait, elle a payé la dette française à la place de la France à la Société Générale. Et maintenant, la BCE détient ce titre dans son bilan. Et la BCE, c'est notre banque centrale. Et donc la proposition que je fais, que j'avais déjà faite en fait en 2013 dans mon livre Illusion financière, c'est de dire, écoutez, cette dette que détient la BCE, c'est une dette que nous nous devons à nous-mêmes. Donc soyons intelligents, annulons-la et utilisons la marge de manœuvre budgétaire que ça va nous occasionner pour financer la reconstruction écologique. Pour prendre l'exemple de la France. La France est à 120% au moins du PIB de dette publique. Ce n'est pas extravagant. Je rappelle que le Japon est à 250. Le Japon est vivant. Ils ne sont pas morts. Mais la France est à 120. Et l'actuel gouvernement estime que 120, vraiment, c'est la limite absolue. Il faut faire de l'austérité budgétaire. À ceci, je réponds qu'à cela ne tienne. Supprimons, annulons la part de la dette publique qui est détenue par la Banque centrale européenne. Ça nous fait un oxygène de 420 milliards pour la France. Ces 420 milliards, on les investit immédiatement dans la reconstruction écologique. Oui. Alors, à mon avis, il faudrait faire ça de manière concertée. Ça ferait un vrai plan de relance écologique pour sortir de ce qu'on appelle la trappe déflationniste dans laquelle nous sommes piégés aujourd'hui. Donc, on pourrait faire ça de manière concertée avec les 19 pays de la zone euro. On dirait, voilà, on va tous faire un jubilé sur cette dette qui, en fait, a déjà été remboursée, puisque la BCE a déjà remboursé cette dette. C'est notre banque centrale qui détient notre dette, donc nous sommes à nous-mêmes nos propres créanciers. Annulons-nous pour nous-mêmes notre propre dette, en tout cas la part qui est détenue par la BCE, et avec cet argent-là, investissons dans un grand plan de reconstruction écologique sérieux. Oui, c'est ça ma proposition. Donc ça, c'est une 3e grande option. Voilà. Merci. Après la question de comment financer, on peut légitimement poser la question peut-être de quoi financer. Et notamment, on dit souvent qu'on a déjà toutes les solutions pour la transition, notamment technologiques. Est-ce que du coup, les leviers activés sont économiques pour faire advenir la transition? Et dès lors, quels sont les secteurs à privilégier? Et surtout, comment découpler, on l'a vu tout à l'heure avec l'équation de Kaya, mais la création de valeur, la production de richesse et la consommation de matière aussi. Quelles sont les pistes à explorer? Alors,
Donc, en fait, c'est ça la partie la plus difficile de la discussion. Donc, vous avez raison de dire qu'on n'a pas besoin de révolution scientifique. On n'a pas besoin d'un deuxième Einstein, on n'a pas besoin d'enfin la théorie de l'unification de la gravitation quantique. Bon. Mais ce dont on a besoin, c'est quand même de beaucoup de jus de cerveau, donc ça c'est vous, de beaucoup de coordination entre vos compétences diverses, hein, à la fois des économistes, des comptables, des consultants, certainement des chercheurs en biologie, en physique et des ingénieurs. On a besoin des trois pour mettre en œuvre ce que je vais vous raconter. Ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on trouve dans tous les scénarios de transition énergétique pour la France et pour tous les grands pays développés, c'est-à-dire trois grandes étapes qui sont d'abord du côté de l'efficacité énergétique, qui sont d'abord la rénovation thermique de tous les bâtiments publics et bâtiments privés. Donc ça, c'est à la fois la maternelle de Brive-la-Gaillarde, le Louvre, l'Arc de Triomphe, cela dit, à l'Arc de Triomphe n'avait rien à faire, et également le résidentiel, par exemple, sur la banlieue Marseille-Aix. Donc ça veut dire, si on veut le faire sérieusement, qu'il faut arrêter de faire du résidentiel banlieusard, parce que ça fait forcément des passoires thermiques, puisque vous n'arrivez pas à vous chauffer collectivement grâce à votre voisin, hein, alors que dans une ville, comme vous savez, les villes ont toujours au moins 1 ou 2 degrés de plus que les campagnes, parce qu'elles se chauffent globalement. Vous vous chauffez grâce à votre voisin. Donc ça veut dire qu'il faut mettre fin aux banlieues et faire la rénovation thermique de tous nos bâtiments. Ça crée énormément d'emplois et ça revitalise complètement les centres-villes de nos petites bourgades de province qui sont complètement déshéritées aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième grande étape, la mobilité verte, puisque en fait, les deux grands facteurs d'émissions de CO2 en France, c'est le bâtiment et la mobilité. La mobilité verte, c'est essentiellement du train. Donc, ce n'est pas la voiture à hydrogène, c'est encore moins la voiture hybride ou la Zoé ou la voiture électrique. Ça, ce sont des solutions intermédiaires qui ne sont pas durables. La vraie solution, c'est le train. Et donc, réhabiliter les lignes de chemin de fer extrêmement denses que nous avions en 1945 et que nous avons malheureusement abandonnées. Pour que le train puisse rendre tous les services dont on a besoin, il faut que le train transporte les marchandises. Aujourd'hui, le fret, c'est 9% des marchandises. Tout le reste, ce sont les camions qui sont hyper polluants. Vous avez sûrement entendu, par exemple, parler de la colonne noire qui traverse toute la région de l'Aquitaine. En fait, c'est les trains espagnols qui traversent la frontière et qui remontent vers le nord à travers l'Aquitaine, sur une autoroute dont j'ai oublié le numéro. Mais voilà, donc il faut évidemment arrêter ça. Il faut, si vous voulez, mettre des taxes sur tous les camions pour dissuader les transporteurs d'utiliser les camions et pour les inciter à mettre la marchandise sur le train. Encore faut-il qu'il y ait des trains. Donc, privatiser la SNCF aujourd'hui et la démanteler est certainement une très mauvaise idée, à mon avis. Il faut au contraire réhabiliter la SNCF et construire beaucoup de lignes. Donc, vous avez une équipe extraordinaire qui a pris cette initiative, qui s'appelle Railcoop, donc qui a créé une coopérative financée par des dons de particuliers pour recréer une ligne de chemin de fer entre Bordeaux et Lyon, qui passe par la diagonale intermédiaire, en passant notamment par le sud du Massif central. Cette ligne-là existait, elle n'existe plus, elle n'est plus utilisée aujourd'hui, et leur idée, c'est de la réhabiliter. Donc ça, c'est une idée géniale, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Alors, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la logique, il faut évidemment repenser les plans de nos villes, de manière que le train puisse acheminer aussi la nourriture. Donc, ça veut dire de la polyagriculture autour de toutes les villes. Donc, il faut arrêter la folie de la politique agricole commune, où vous avez que du lait en Normandie, que du blé dans la Beauce et que de la viande dans le Limousin. Il faut un peu de tout partout, de manière à limiter les distances parcourues pour la nourriture. Et que autour de Clermont-Ferrand, vous ayez un peu le tout, de la polyagriculture, et que la nourriture soit acheminée par du train en centre-ville. Ce qui signifie évidemment la fin des grandes surfaces, de la grande distribution, puisque vous pouvez aller sur votre supermarché préféré en voiture, et donc on ne va quand même pas mettre du train pour vous aller à votre supermarché qui est à 4 km, on va juste acheminer la nourriture et ce dont vous avez besoin pour vivre dans les centres commerciaux à proximité des gares. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement le plan de nos villes, oui. Avec des villes très denses, plutôt circulaires. Ça, c'est l'inégalité isopérimétrique pour les matheux dans la salle, reliée par du train. À l'intérieur des villes, le plus de zones piétonnières possible, le moins de voitures possible. Et les voitures qui restent, effectivement, il faudra que ce soit les voitures électriques ou à l'hydrogène. Voyez.
Ça, c'est la troisième grande étape, qui est déjà plus compliquée que la première, vous vous en doutez. La troisième, c'est la deuxième grande étape, plus compliquée que la première. La troisième, c'est l'agroécologie, d'un côté, et l'industrie verte. Alors, l'agroécologie, il y a sûrement des spécialistes, donc on a des biologistes avec nous, vous avez des gens qui connaissent ça mieux que moi, mais vous voyez, le grand défi, c'est au moins une agriculture raisonnée, qui ne soit pas entièrement construite sur le pétrole, parce que la chimie, c'est le pétrole, voire une agroécologie au sens de la permaculture, par exemple, et de l'agroforesterie. Et entre les deux, entre ces deux extrêmes, vous avez tout un continuum de solutions intermédiaires, et il faut évidemment inventer des solutions adaptées au territoire, etc. Vous qui êtes à Saclay, vous devez savoir que vous posez les pieds sur les terres qui sont probablement les plus riches de toute la France, et que toutes les zones artificialisées des terres où vous mettez les pieds sont des catastrophes. Avoir artificialisé ces régions est une catastrophe. Donc ça veut dire aussi, bien évidemment, mettre vraiment fin à l'artificialisation des sols et restituer à la nature toute une série de sols qu'on a artificialisés stupidement. Mais si, par exemple, l'essentiel de la population se déplace en train, on n'a plus besoin d'avoir autant d'autoroutes. Vous pouvez rendre les autoroutes à la nature, par exemple, et faire, par exemple, des corridors verts ou des corridors bleus pour permettre aux vivants de circuler sur le territoire. Le plus difficile, c'est l'industrie verte. Parce que là, il y a une vraie révolution intellectuelle à opérer, où on a besoin à la fois d'excellents physiciens, de très bons commerciaux et de très bons ingénieurs. Parce que l'industrie verte, ça veut dire une industrie avec une faible empreinte matérielle, à la fois en termes d'énergie et en termes de minerais. Alors sur l'énergie, vous connaissez le sujet certainement, ça veut dire consommer beaucoup moins d'énergie, donc dans l'équation de Kaya, c'est E sur PIB, et ne consommer que de l'énergie verte, à condition évidemment de produire de l'énergie verte, c'est-à-dire aussi par ailleurs qu'il faut en produire. Mais ce qui est plus compliqué, c'est les minerais. Donc ça, je constate dans les discussions que j'ai avec les capitaines d'industrie que c'est un sujet beaucoup moins maîtrisé, parce que beaucoup de capitaines d'industrie n'ont pas encore compris que ce qui nous tue, c'est ça, là, le petit bijou là, que j'ai dans la main, parce que ça, c'est hyper miniaturisé et c'est quasiment impossible à recycler. Puisque vous vous doutez bien que les minerais, c'est des ressources naturelles non renouvelables et que le seul moyen d'en garder longtemps, c'est de le recycler. Or, la miniaturisation et plus globalement l'électronicisation de nos vies nous conduisent à faire usage d'une trentaine de petits minerais que nous recyclons très très peu, quasiment pas. Alors qu'un monde de l'électricité, donc sans électronique ou avec très peu d'électronique, qui était le monde que j'ai connu tout petit et qu'ont connu vos parents, c'est un monde qui utilise simplement une trentaine de grands minerais que vous connaissez bien, fer, aluminium, zinc, etc. Donc, si on veut avoir une industrie durable, c'est une industrie qui se désélectronicise, voyez, qui apprend à faire des produits manufacturés durables et non pas jetables. Donc, il faut mettre fin à l'obsolescence programmée dont on vous a sûrement parlé dans vos cours de marketing à HEC, qui est une ânerie monumentale. Il faut arrêter ça, bien évidemment. Il faut concevoir qu'une entreprise, l'entreprise d'aujourd'hui, pas celle de demain, mais d'aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise qui vend des produits, c'est une entreprise qui vend des services associés à des produits. Donc, l'exemple paradigmatique que vous connaissez par cœur, c'est Michelin. Michelin ne vous vend pas des pneus, elle vous vend le service que vous rend le pneu. Et une fois que le pneu est usagé, vous restituez le pneu à Michelin. L'autre exemple, c'est le Vélib à Paris, le Vélov à Lyon. Vous n'achetez pas le vélo, vous achetez le service que va vous rendre le vélo, ou la trottinette, etc. Donc ça veut dire démembrer la propriété privée pour n'en conserver que le droit d'usage et faire du commerce le droit d'usage. Donc c'est ça l'industrie. Alors ça, c'est une révolution mentale. Et ça, moi, ce que je constate, c'est qu'on n'est pas prêt. Donc là, on a besoin de vous. On a besoin des meilleurs et des plus jeunes, parce que c'est ce que vous allez devoir faire. C'est ça la révolution qui est devant vous et que vous allez mettre en œuvre. C'est cette nouvelle industrie, cette troisième ou cette quatrième révolution industrielle, mais une industrie verte, très économe en énergie, très économe en minerais. Et alors, j'ajouterai un troisième point, très économe en eau, puisque je vous ai montré une carte tout à l'heure qui vous suggérait que nous allons manquer d'eau, en tout cas d'accès à l'eau douce en France, dans les décennies qui viennent. Et d'une certaine manière, il y a un nexus entre les minerais, l'énergie, l'eau et la biomasse. Pour avoir de l'énergie, il vous faut des minerais, ceux que vous utilisez par exemple pour faire des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Pour avoir des minerais, il vous faut de l'eau et de l'énergie. Pour extraire les minerais, il vous faut de l'énergie. Pour les sélectionner dans la terre, il vous faut de l'eau.
Et pour avoir de l'eau, il vous faut de l'énergie. Par exemple, le Maroc et la Tunisie aujourd'hui manquent déjà cruellement d'eau, d'accès à l'eau potable. Donc, ils envisagent de désaliniser l'eau de mer, mais pour désaliniser l'eau de mer, il vous faut beaucoup d'énergie. Et donc, par exemple, le Maroc est en bonne position parce qu'il a heureusement la centrale de Ouarzazate, la centrale solaire de Ouarzazate, et la Tunisie est en position plus difficile, plus délicate, parce qu'elle ne dispose pas de l'analogue de la centrale de Ouarzazate. Vous voyez, et alors évidemment, la biomasse, c'est le quatrième sommet du rectangle. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de biomasse pour manger, ne fût-ce que pour manger. Vous voyez, voilà. Donc c'est ça l'industrie d'aujourd'hui, en fait, pas de demain. J'ai exprès d'insister. C'est une industrie qui sera très économe en minerais, en eau, en énergie et en biomasse, et qui saura construire, disons, une relation commerciale avec ses clients de telle sorte que l'enjeu, ce soit un commerce de services. Nous allons tous vendre du service, et les objets manufacturés qui seront les supports de ces services devront être aussi recyclables que possible. Donc, ça veut dire plus d'électronicisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'électronique dans nos vies, mais qu'il faut réfléchir, il faut qu'on ait un discernement collectif aux secteurs très privilégiés dans lesquels on veut garder l'électronique. Et à mon avis, il n'y en a que deux, le sanitaire et la défense, le militaire. Même histoire pour la 5G, si la question vous a traversé l'esprit, à mon avis, la 5G pour tous est une énorme ânerie. C'est un désastre écologique de plus. En revanche, il faut limiter la 5G aux militaires et aux sanitaires. Voilà, c'est ma position. Après, on peut en discuter. Donc, finalement, en deux mots, low-tech et économie de la fonctionnalité. Exactement, vous avez raison, tout à fait. Low-tech et économie de la fonctionnalité. Ça n'a rien à voir avec les Amish. Merci pour la réponse qui était très complète. Donc, vous avez parlé à un moment justement dans les solutions d'une coopérative qui est de réhabilitation des trains financés par des particuliers. Et justement, que pensez-vous par exemple des actions publiques à l'échelle nationale que sont par exemple la Convention citoyenne du climat ou encore le référendum sur la Constitution et l'ouverture de l'affaire du siècle? Donc, cette affaire où l'État a été accusé de son inaction face aux dérégulations climatiques. Alors, c'est trois choses qui n'ont rien à voir, hein, à mon avis. La Convention citoyenne est un miracle français, dont je suis très fier et très heureux, parce que ça montre que notre démocratie est très vivante et que si vous tirez 150 citoyens au hasard et que vous leur donnez le temps de se former en 9 mois, ils vous sortent 150 propositions plus intelligentes que tout ce que la fonction publique a jamais produit depuis 30 ans. Donc je suis désolé et très attristé que le gouvernement ne veuille pas mettre en œuvre ces 150 propositions. En fait, c'est ce qu'il fait. Après avoir promis qu'il le ferait, il ne le fait pas. Alors qu'à mon avis, il faut le faire. Donc je pense que tout programme électoral intelligent pour 2022 doit inclure les 150 propositions, ou l'essentiel des 150 propositions de la Convention citoyenne. Voilà. Et donc vous avez vu qu'un certain nombre d'autres pays essayent de nous imiter, et ils ont bien raison. Et peut-être faut-il réfléchir à d'autres conventions citoyennes, pas seulement sur le climat. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un événement extrêmement heureux qui me rend extrêmement optimiste pour la suite. Alors ensuite, l'affaire du siècle, à laquelle j'ai moi-même contribué, ça, à mon avis, c'est un tout autre sujet. Alors évidemment, vous pourrez dire, d'une certaine manière, c'est encore la société civile qui se mobilise, c'est vrai, mais disons, avec un objectif qui n'est pas du tout le même, qui est celui de faire valoir le droit. Et si vous voulez, dans les trois grands risques qui avaient été identifiés par Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre en 2015, qui sont le risque physique lié au dérèglement climatique, c'est ce que je vous ai montré sur mes cartes, le risque de transition dont je reparlerai tout à l'heure pour les institutions financières et le risque juridique. L'affaire du siècle, elle matérialise le risque juridique. C'est-à-dire, elle fait sentir aux États que les citoyens ne se laisseront pas berner encore très longtemps et qu'ils vont demander des comptes à leurs représentants politiques. Donc, vous savez qu'aux Pays-Bas, ça a abouti. Le gouvernement néerlandais a été condamné. En France, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et puis, quel était le deuxième point que vous aviez mentionné? J'ai déjà oublié. Donc, il y avait, oui, donc l'affaire du siècle et le troisième, excusez-moi. Oui, c'était par rapport au référendum sur la Constitution. Ah oui, alors ça, c'est encore un autre sujet. Le référendum sur la Constitution, s'il s'agit, ça dépend de ce qu'on veut faire, en fait. S'il s'agit d'un référendum pour mettre dans l'article 1 de la Constitution quelque chose qui concernerait l'écologie, évidemment, comme ça, si vous voulez, je suis pour. Mais la vérité, c'est qu'on a déjà beaucoup de droits en France, simplement, il n'est pas appliqué. Donc moi, je serais d'avis
que l'actuel gouvernement, plutôt que de nous donner en pâture encore une bagarre sur un référendum sur la Constitution, s'occupe déjà de faire appliquer le droit. On pourrait déjà faire beaucoup de choses en termes écologiques si on appliquait le droit, ce qu'on ne fait pas. Et je crains un tout petit peu que ce soit, si vous voulez, un épouvantail, de manière qu'on continue de se disputer, parce qu'on adore ça, nous les Français, c'est l'affaire Dreyfus, vous voyez. Ils en ont parlé, ils se sont battus, puis 2 heures après, rien n'a avancé, pour pas grand-chose, parce que les expériences en Amérique latine, des pays d'Amérique latine qui ont inscrit, par exemple, la défense de la nature dans la Constitution, je pense par exemple à la Bolivie, ça n'a rien donné. Ça n'a eu aucune efficacité dans la protection de la nature. Donc, ce que je crains, c'est qu'on se bagarre pendant des mois autour de la Constitution, qu'éventuellement on écrive un article, mais que ça ne change rien. Ce qu'il faut déjà, c'est appliquer le droit. Et une fois qu'on a appliqué le droit, et si on pense qu'il faut encore le changer, faisons-le. Mais appliquons déjà le droit existant, à mon avis. Vous voyez ? Alors après, il y a un autre enjeu, qui est celui qui avait été mis en avant par un grand juriste italien, Stefano Rodotà, sur la question des biens communs, i beni comuni en italien, après la grande bagarre qui a eu lieu à Naples en 2011 autour de la municipalisation de l'eau. Vous savez peut-être que la Commission européenne poussait à la privatisation de l'eau. Ce n'était même pas l'affreux Berlusconi, c'était la Commission européenne qui poussait à la privatisation de l'eau et que les citoyens napolitains se sont très fortement mobilisés pour s'y opposer. Ils ont obtenu la remunicipalisation de l'eau. Et dans le contexte de cette bagarre-là, Stefano Rodotà avait proposé de modifier la Constitution italienne pour y inscrire un article qui dirait « Nous voulons protéger les biens communs ». Enfin, ça fait partie de la Constitution de protéger les biens communs. Il y a une proposition de projet de loi qui est portée par des sénateurs en ce moment, qui vise exactement la même chose. Alors, si on faisait un référendum pour la protection des biens communs, où ceci serait défini de manière suffisamment précise pour que ça puisse mordre sur le droit français, alors là, je serais très pour. Oui, parce que là, il y aurait une véritable avancée du point de vue du droit français, à condition d'être suffisamment précis sur ce que c'est qu'un bien commun. Si c'est juste pour dire l'État français, enfin la Constitution exige que l'État français protège la nature, je crains que ça ne serve à rien. Oui. Merci. Donc, à travers les parties 1 et 2, on a pu établir un constat des problématiques auxquelles nous sommes confrontés et ensuite proposer quelques solutions. Et j'aimerais bien, pour la troisième partie, essayer de prendre un peu plus de hauteur sur ces enjeux-là, en regardant d'un point de vue peut-être plus philosophique, c'est-à-dire savoir quelle conception de l'homme et de la société vous souhaitez défendre. C'est-à-dire quelle est, selon vous, la place que l'homme devrait avoir dans la nature et quels seraient ses droits, par exemple, sur cette nature. Est-ce qu'il peut tout faire, tout exploiter la nature comme une ressource, comme certains pensent, infinie? Ou est-ce qu'il y a des limites et il faudrait qu'on change conceptuellement notre vision de voir le monde? D'autant plus que vous avez une formation de prêtre et jésuite qui a sûrement peut-être suscité votre engagement écologique. Oui, alors, par rapport à cette question, je vois juste que Amel Gruat-Dupellou me signale qu'il y a une convention des entreprises pour le climat et la biodive, elle a bien raison. C'est Armel, pardon. Elle a bien raison et en fait, j'en fais partie. Donc, je suis un des initiateurs de la convention pour les entreprises. Donc, j'espère que les entreprises vont également faire une convention à leur tour et qu'elles ne seront pas moins disantes que la convention des citoyens. Alors, je réponds à votre question, Mathieu. Je vais donner 2 éléments de réponse. Le premier élément, c'est dans mon bouquin Illusion financière en 2013, j'avais dit finalement le problème aujourd'hui, c'est ce vaste projet qu'on pourrait dire post-libéral de privatisation du monde, parce que la privatisation de la nature détruit la nature. Et c'est c'est contre ça qu'il faut lutter. Alors, je disais post-libéral, pourquoi? Parce que mon idée, c'est que, si vous voulez, les Lumières au XVIIIe siècle, qui sont en partie libérales, alors Voltaire est plus libéral que Rousseau, c'est sûr, mais quand même, à mon avis, on construit une espèce de projet de société sur 3 grands sujets. Le premier, c'est on a coupé la tête du roi, le 21 janvier 1793, ça veut dire qu'on a désacralisé le pouvoir.
et qu'on a dit le pouvoir politique, il est entre les mains du peuple, il n'est pas entre les mains, par exemple, de l'Église, il n'est pas entre les mains de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va nous dire si on roule à droite ou si on roule à gauche. C'est nous qui le décidons ensemble. Donc le lieu du pouvoir est vide, puisqu'on a coupé la tête du roi, le trône est vide, le roi ne siège plus. Et dans ce vide, on va pouvoir construire des compromis politiques. Et ça, c'est la démocratie. Première grande option. Deuxième grande option, le droit et l'état de droit vont protéger le citoyen contre la tyrannie. Montesquieu. Troisième grande option, pour les libéraux du XVIIIe siècle, la propriété privée, qui devient à ce moment-là un droit inaliénable et sacré, ce qui n'avait jamais été précédemment, la propriété privée va donner de la chair, la prospérité, pour rendre attirantes les deux premières, la désacralisation du pouvoir et l'état de droit. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça ne marche plus, et qu'au fond, c'est ça qui nous envoie dans le mur du point de vue de l'écologie, parce qu'effectivement, et c'était déjà mon diagnostic en 2013, si vous privatisez tout, et vous privatisez l'Amazonie, on détruit l'Amazonie, et on détruit le premier poumon de la planète, et on n'a plus aucune chance de rester en dessous des plus 4 degrés à la fin du siècle. Ça veut dire à ce moment-là, le ACP 8.5 dont je parlais au tout début de notre discussion n'est plus le scénario le plus pessimiste, puisque le permafrost qui est en Sibérie fond, dégage du méthane, et le méthane qui se dégage du permafrost nous envoie à plus 7, plus 8, plus 10 degrés au 22e siècle. Donc, à mon avis, ce dont il est question, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de lutter contre, d'une part, une subversion du projet des Lumières, qui est ce que j'appelle moi le projet post-libéral, qui consiste à resacraliser le pouvoir. C'est ce qu'on a fait avec les marchés financiers. On a mis les marchés financiers à la place du roi, à la place de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a donné tous les pouvoirs aux marchés financiers. Dans la théorie classique, que vous apprenez peut-être à HEC, on vous dit que les marchés sont omniscients, omnipotents et bienveillants. Et ça, c'est les attributs de Dieu, dans la théologie classique. Vous voyez. En réalité, les marchés sont très, très inefficients. Et même la théorie économique la plus néoclassique reconnaît que les marchés financiers sont très inefficients. Si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus. Donc en réalité, les marchés financiers sont très inefficients. Et par exemple, obliger les États dans la zone euro à se refinancer auprès des marchés financiers est une énorme bêtise. Depuis quand les marchés financiers très inefficients, parce que la main invisible n'existe pas, elle est invisible parce qu'elle n'existe pas, les marchés très inefficients pourraient dicter aux États ce que c'est qu'une bonne politique publique. Si vous y réfléchissez 2 minutes, c'est un non-sens total. Et en plus, c'est en contradiction complète avec la souveraineté des peuples. Aujourd'hui, un État, s'il veut, par exemple, financer la transition écologique, comme il doit, en priori, s'il ne met pas en œuvre des solutions hétérodoxes dont on a parlé il y a une demi-heure, comme il doit se refinancer auprès des marchés financiers, il faut qu'il demande pardon aux marchés financiers de financer la transition écologique. Et si les marchés financiers ne veulent pas, il ne peut pas. Oui, au nom de quoi? Oui. Donc, premièrement, le post-libéralisme contemporain resacralise le pouvoir. Deuxièmement, assujettit le droit à la défense d'intérêts privés, non plus à la défense de l'intérêt général. Et troisièmement, on veut absolutiser la propriété privée. Donc, à mon avis, le grand projet de société qui est devant nous, et que vous pourriez vous endosser, qui donne un cadre, si vous voulez, conceptuel à votre action et à la reconstruction écologique du pays et du continent européen, c'est redésacraliser le pouvoir, remettre de la démocratie, dans un contexte où il y a une tentation autoritaire très forte, vous devez le sentir, réordonner le droit à la défense de l'intérêt général, et troisièmement, donner toute leur place au commun comme hybridation institutionnelle, marché, société civile, État, pour protéger nos communs, les communs mondiaux que sont par exemple la santé, le climat, la biodiversité, la faune halieutique dans les océans, etc. Ça fait un projet de société. Oui. Alors qui renouvelle complètement la donne par rapport au XVIIIe siècle, mais qui est évidemment orthogonal par rapport à l'autodestruction qu'implique le post-libéralisme contemporain. Je dis post-libéralisme pour éviter cette confusion complète quand on utilise le mot néolibéralisme, parce que le néolibéralisme laisse entendre que les néolibéraux d'aujourd'hui sont les héritiers un peu extrêmes, bon, mais enfin voilà, il faut ce qu'il faut, des libéraux. Mais en fait, pas du tout. C'est les fossoyeurs du libéralisme, puisqu'ils mettent fin complètement à la désacralisation du pouvoir, à l'érection du droit comme protection du citoyen et à la propriété privée. Oui. Ils ne retiennent que la propriété privée, ils détruisent l'état de droit et ils resacralisent le pouvoir. Ça, c'est, si vous voulez, une deuxième modernité, qui est celle que nous devons inventer, que vous allez inventer, à mon avis. Sinon, c'est la Chine.
État totalitaire, autoritaire, 1 million de Ouïghours dans les camps de rééducation et des fonctionnaires qui vont dormir dans la chambre à coucher des ménages ouïghours pour vérifier ce qu'ils font la nuit. Vous voyez, c'est des cousins qui sont envoyés par l'administration chinoise. Bon. Les drones en France, on va dans cette direction-là, parce que les premiers à utiliser les drones pour examiner leurs citoyens, c'est les Chinois. Là-dedans, il y a un autre sujet qui est le capitalisme. Donc, vous avez une tradition, disons, anarchiste d'un côté, d'extrême gauche de l'autre, qui veut sortir du capitalisme. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie. En tout cas, moi, je dirais aujourd'hui, et je ne disais pas ça en 2013 dans l'illusion financière, que le capitalisme, c'est la construction d'institutions et de compromis sociaux, politiques, historiques, visant à rendre possible et à structurer le monde autour de la capitalisation. Alors, ça paraît un peu tautologique, on dit que le capitalisme, c'est la capitalisation. Mais je crois que c'est vrai. La capitalisation, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire, telle ressource est un capital. Et un capital, c'est quelque chose qui me promet un flux de revenus dans le futur, que je peux calculer, que je vais actualiser, autrement dit, je vais convertir 1 euro dans 5 ans en 1 euro aujourd'hui, et la somme actualisée des revenus futurs de mon capital, c'est ça la valeur du capital. Alors, vous voyez qu'il y a plein d'opérations là-dedans. Il y a cette ressource doit me rapporter des revenus demain. C'est une première décision. Par exemple, si vous avez des enfants, ce n'est pas pour qu'ils vous rapportent des revenus, a priori. Si vous considérez que vos enfants sont du capital, vous allez dire ça. Je vous souhaite bien du plaisir dans votre vie de famille si vous pensez que vos enfants sont du capital. Deuxièmement, non seulement ce capital ça va me rapporter des revenus, mais en plus, c'est des revenus que je peux anticiper. D'où la fixation de certains économistes néoclassiques sur les anticipations rationnelles, pour ceux qui en ont entendu parler. Il faut que je puisse anticiper ces revenus. Troisièmement, je dois actualiser ce flux de revenus en euros d'aujourd'hui. Donc, j'utilise un taux d'escompte. Et je vais y revenir dans un instant. Utiliser les taux d'escompte, c'est ça qui nous met dans le mur du point de vue de la transition écologique. Et puis, quatrièmement, je postule que cette valeur actualisée des revenus futurs, c'est ça la valeur aujourd'hui de mon capital. Quatrième opération. Oui, opération très forte. Alors, depuis quand pratique-t-on la capitalisation en Europe? En fait, depuis le XIVe siècle, et depuis qu'on a des banques, en particulier en Italie, autour de Gênes, Florence, Venise, qui ont pratiqué en fait ce type d'opération. Donc, au début, c'était complètement marginal, minoritaire, et puis petit à petit, ça s'est développé, et on a commencé à voir le monde sous le mode de la capitalisation un peu au XIXe siècle, et surtout au XXe. Aujourd'hui, tout le monde capitalise dans tous les sens. Toute la finance de marché est construite sur des calculs de capitalisation, aussi bien pour calculer la valeur d'une obligation que même d'ailleurs pour calculer la valeur d'une action. Les pouvoirs publics définissent leurs investissements avec de la capitalisation. Donc ils disent, est-ce qu'un investissement dans tel projet public, ça vaut le coup? Ben oui, si le flux actualisé des revenus est supérieur à ce que me coûte aujourd'hui l'investissement. Et vous savez peut-être que les économistes sont complètement piégés autour de la question du dérèglement climatique par le débat Stern-Nordhaus. Vous avez peut-être entendu parler de Nicolas Stern, qui est un ami, qui est un très bon économiste anglais, un grand monsieur qui a écrit le rapport Stern en 2006, dans lequel il a fait, en fait, alors on pourrait dire à l'époque qu'il ne pouvait pas anticiper que ça donnerait ça. Ex post, ça paraît une erreur, mais à l'époque, ça n'en était pas une. Il a dit, écoutez, si on fait le flux actualisé, la somme actualisée des dégâts que va provoquer le dérèglement climatique si on ne fait rien, en euros d'aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc, il faut absolument investir. Malheureusement, il a utilisé pour ça justement des méthodes de capitalisation, comme si le monde aujourd'hui était un grand capital, en disant, ben, au lieu que ça nous rapporte, ça va détruire, parce que ça nous fait un coût induit par le dérèglement climatique. Et William Nordhaus, qui est un économiste américain, s'est engouffré dans la brèche pour dire, oui, peut-être, mais en fait, non. Pourquoi? Parce que le taux d'actualisation, autrement dit la conversion entre 1 euro demain et 1 euro aujourd'hui, que vous utilisez n'est pas le bon. Si vous utilisez un taux d'actualisation très faible, alors 1 euro demain est quasiment égal à 1 euro d'aujourd'hui. Donc si on perd des milliers de milliards en 2050 à cause du dérèglement climatique, ça vaut le coup aujourd'hui d'investir des milliers de milliards pour l'éviter. En revanche, si vous utilisez un taux d'actualisation très élevé, alors en fait des milliers de milliards en 2050 perdus, ça vaut quasiment rien aujourd'hui. Et donc ce n'est pas la peine d'investir des milliards aujourd'hui dans la transition écologique. Attendons, ce qu'est la position de Nordhaus. Alors, ce débat, en fait, qui n'a aucun intérêt,
Parce qu'en fait, personne ne sait ce que c'est que le taux d'escompte. Le taux d'escompte, c'est une décision collective, c'est une convention sociale. Ce débat a enfermé complètement la production de toute une partie des économistes aujourd'hui dans, disons, des querelles byzantines. Et ça me fait vraiment penser à la prise de Constantinople. C'est-à-dire, on est en train de s'interroger sur le sexe des anges, c'est quoi le taux d'escompte idéal, pendant que l'Empire ottoman est au pied des murailles. Et donc pendant que en fait, le dérèglement climatique est en train de détruire nos vies. Bon. Et ça, c'est quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à la colonisation de nos modes de pensée par, on pourrait dire, le capitalisme, c'est-à-dire cette idée qu'il faut tout capitaliser. Donc, à mon avis, sous-jacent au grand projet de société dont j'ai parlé tout à l'heure, dont la réalisation concrète, c'est rénovation thermique, mobilité verte, etc., mais qui, à mon avis, s'inscrit lui-même dans un projet de société plus vaste, plus profond conceptuellement, qui est renouveler la donne des Lumières et de la modernité, et entrer dans une seconde modernité où on redésacralise le pouvoir, on réinstitue l'état de droit pour protéger les citoyens contre les dictatures à la chinoise, et où on instruit les communs comme mode de rapport au monde privilégié. Ça ne veut pas dire qu'on supprime la propriété privée. Vous allez continuer de être propriétaire de votre brosse à dents. Mais on institue des institutions hybrides capables de prendre soin de nos communs. Donc ça, vous voyez, c'est un deuxième niveau. Et puis en dessous encore, il y a un troisième niveau encore plus profond qui est sortir de cette vision du monde qui voudrait qu'on puisse tout capitaliser. Une fois que j'ai dit tout ça, la question qui se pose à mon avis, et c'est là que la question spirituelle et théologique entre en scène, puisque vous y avez fait allusion, la question qui se pose, c'est où puiser l'énergie spirituelle et l'imagination pour faire cet énorme projet dont je vous parle. Exemple très simple. Si on veut honorer les communs, il faut inventer des nouvelles institutions. Il faut faire preuve de créativité institutionnelle. Un exemple que je cite souvent, mais que j'aime beaucoup, c'est DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est un consortium en fait imaginé il y a une quinzaine d'années par des médecins français, issus soit de Médecins du Monde, soit de Médecins sans frontières, je ne sais plus, dont le siège est à Genève et qui fait des thérapies pour des maladies négligées par le secteur pharmaceutique privé, standard, et qui fait ces thérapies pour pas cher. Par exemple, l'hépatite C en Égypte pour 400 $ plutôt que 3 000 € en France. Comment est-ce que DNDi réussit son coup? En fait, DNDi met autour de la table des représentants de Big Pharma, des institutions, des laboratoires pharmaceutiques privés, des États souverains et des représentants des sociétés civiles, des ONG. Et ces trois acteurs majeurs apprennent à collaborer pour rendre le service qu'ils ont envie de rendre, à savoir fournir des thérapies, par exemple, contre l'hépatite C. Donc ça, vous voyez, ce genre d'hybridation institutionnelle nous fait complètement sortir de la vision complètement manichéenne des économistes, la plupart des économistes, autour de il y a le marché d'un côté, il y a l'État de l'autre, voilà. Mais nous fait comprendre que ce qu'il faut inventer aujourd'hui, c'est des institutions d'un autre type. Et ça, c'est vous qui allez devoir l'inventer. Ma génération commence à peine, et c'est vous qui allez devoir l'inventer. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est mais où vais-je puiser l'énergie, la ressource pour faire preuve de cette créativité institutionnelle? Et ma réponse, c'est il y a un certain nombre de ressources spirituelles liées à des grandes religions qui peuvent aider, parmi lesquelles le christianisme. Le christianisme n'est pas le seul, mais il en fait partie. Certainement que les traditions spirituelles orientales peuvent aussi apporter beaucoup. Pourquoi pas? Il faut tester. Moi, je ne suis pas bouddhiste, mais je suis chrétien. Donc, comme chrétien, je peux dire, je crois, et c'est ça le sens au fond de ma thèse de théologie, qui va être publiée cette année aux éditions du Seuil, probablement à l'automne, avec le titre « Composer un monde en commun ». Ma position, c'est de dire que le christianisme est une grande ressource spirituelle pour mettre en partage nos ressources, les économiser, apprendre une sobriété heureuse et faire preuve de créativité institutionnelle. Oui, c'est là que la question théologique, à mon avis, entre en scène. Merci, Monsieur Giraud, pour ces quelques perspectives sur un modèle de société, un modèle de société à rénover et qui montre que la question dépasse aussi largement le cadre de la question écologique et c'est ce qui rend le sujet complexe, mais également passionnant. On va maintenant passer aux questions du public. On va essayer d'en traiter quelques-unes dans le peu de temps qui nous reste. Peut-être pour commencer, une question sur les secteurs, les carrières que vous conseillez pour les jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager pour promouvoir ces changements de société. Alors, certainement, je peux répondre par la négative. N'allez certainement pas vous engager chez les extracteurs pétroliers, charbon, gaz. Oui, je veux dire,
c'est pas le mal, il ne s'agit pas de porter des jugements moraux, mais je veux dire, là, vous tournez le dos à l'avenir si vous faites ça. Alors ensuite, à mon avis, au point où vous en êtes aujourd'hui, vous avez deux grandes options. C'est une fois que, évidemment, je vais vous répondre, bien sûr, engagez-vous plutôt vers des métiers qui sont liés à l'écologie. Donc, si vous avez une âme de chercheur, faites plutôt de la recherche du côté de la biologie. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un industriel français dont les équipes de recherche ont réussi à faire du photovoltaïque organique. Donc, il n'y a pas de minerais dedans. Donc ça, c'est une extraordinaire réponse à la raréfaction des ressources minérales. Donc ça, c'est l'industrie de demain. Mais pour ça, il a eu besoin d'excellents ingénieurs, de très bons chercheurs, et il va avoir besoin de commerciaux qui vont vendre ça. Parce qu'il faut évidemment que ça se vende et que ça se duplique et qu'il ait à sa disposition 500 millions dans quelques mois pour financer un grand plan d'investissement. Donc on a besoin de vous trois. On a besoin de vos trois casquettes pour faire ça. Mais pour ça, il faut que les chercheurs s'engagent du côté de, par exemple, la biologie qui est utile à la transition écologique, la physique est utile à la transition écologique. Ça, c'est plutôt du côté de la thermo. Alors, ça ne veut pas dire que la mécanique quantique, ce n'est pas intéressant, c'est passionnant. Mais je veux dire, ce n'est pas la mécanique quantique qui va, a priori, sauf peut-être l'ordinateur quantique, et encore, nous aider pour la transition écologique. De la même manière, ce n'est pas tellement la physique des plasmas. Donc, je collabore avec pas mal de chercheurs en physique nucléaire qui font de la physique des plasmas et qui veulent tous se reconvertir dans autre chose, parce qu'ils ont compris qu'on ne fera pas la fusion nucléaire avant 2080, mais que leur savoir-faire en physique et leur très grande intelligence peuvent servir à autre chose. Donc, si vous êtes des chercheurs, allez plutôt du côté des domaines de recherche qui sont utiles à la transition écologique. Si vous faites, par exemple, de la science politique, aidez-nous à comprendre les conditions politiques d'avènement d'une société sobre, résiliente, etc. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Si vous êtes un ingénieur, évidemment, engagez-vous du côté des métiers d'ingénieur de la transition écologique. Typiquement, ce que fait, par exemple, Carbone 4. Vous avez sûrement entendu parler de Carbone 4. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Carbone 4, allez voir sur Internet ce que fait Alain Grandjean, ce que fait Jean-Marc Jancovici. C'est plutôt de ce côté-là que j'irai chercher. Sans négliger un domaine qui est moins couvert, disons, par Carbone 4, qui est tout ce qui tourne autour de la biodiversité. Il est vraisemblable, malheureusement, que les effondrements de biodives nous arrivent dans la figure plus vite que la casse du capital et, par exemple, la montée du niveau de la mer sur le littoral. On a une érosion des sols très rapide en ce moment en Italie, conjuguée à une diminution de l'accès à l'eau douce, ça peut être catastrophique dans les années qui viennent. Et donc, à mon avis, on a aussi besoin de très bons ingénieurs agro et de très bons chercheurs en biologie. Et puis, du côté plutôt des écoles de commerce, à mon avis, il y a un sujet pour vous fondamental, qui est la réécriture complète de la comptabilité des entreprises. Les entreprises ne pourront pas jouer le rôle qu'on attend d'elles, et les entreprises font partie de la solution, si elles continuent de ne pas compter dans leur comptabilité la dette écologique qu'elles contractent lorsqu'elles détruisent les écosystèmes naturels. Tant qu'on n'aura pas mis l'écologie au cœur du business, qui est dans la compta, en fait, nos entreprises seront aveugles à ce sujet. Oui. Or, aujourd'hui, ça ne se voit pas. Alors, à mon avis, il faut réécrire la comptabilité, non seulement mettre fin à la folie de ce qu'on appelle la fair value. Donc, vous savez peut-être qu'on a eu une réforme de la comptabilité internationale qui a été mise en œuvre en 2005, qui introduit ce qu'on appelle la fair value dans la comptabilité. Autrement dit, les actifs d'une entreprise cotée sont majoritairement évalués à leur valeur de marché, qui est elle-même supposée être égale à quoi? La somme actualisée des flux futurs que va rapporter l'actif. Ça, c'est de nouveau le thème de la capitalisation dont je vous ai parlé. Oui. Et donc, il faut mettre fin à cette énorme ânerie, revenir à une comptabilité, à ce qu'on appelle une comptabilité au coût historique, et introduire dans la comptabilité des entreprises, et donc aussi forcément dans la comptabilité nationale, la dette écologique. Il y a deux manières de s'y prendre. Vous avez celle qui est proposée par la Banque mondiale, qui à mon avis n'est pas la bonne. Vous avez celle sur laquelle travaillent deux comptables assez géniaux français, Jacques Richard et Xavier Rambaud, qui consiste à dire, au fond, lorsque j'ai détruit un écosystème naturel, qu'est-ce que je dois à la société? Je dois le coût que ça va coûter à la société pour restaurer cet écosystème. Donc c'est ça ma dette écologique. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est un principe très général, il faut regarder dans le détail, parce que le diable est toujours dans le détail, mais vous voyez, à mon avis, pour quelqu'un qui sort d'HEC, il y a un enjeu colossal. Il est contribué à la réécriture de la compta et à sa mise en œuvre. Oui. Et ça, si vous avez fait un peu de compta, vous savez que ça énerve la totalité de l'activité économique.
En touchant à ça, vous touchez vraiment au nerf de la guerre. Hein. Voilà. Et comme je disais il y a un instant, dans la mesure où le PIB, même si c'est un très mauvais indicateur, c'est la somme des valeurs ajoutées créées par les entreprises et les administrations publiques, il y a un lien intrinsèque très fort entre le PIB et la comptabilité de l'entreprise. Donc, si vous rénovez la comptabilité de l'entreprise, il faut aussi rénover la comptabilité nationale. Et ça va de pair, évidemment, avec la substitution au PIB d'autres indicateurs comme ceux dont on a parlé tout à l'heure avec Mathieu. Ça vous va comme réponse? Merci beaucoup. Voilà. Et donc, si vous avez encore un petit peu de temps, on a une autre question assez intéressante. Mais 3 minutes, je suis désolé, minutes. mais là, il est 20h. Oui, allez-y. Alors, on a une question, c'était plutôt sur le modèle de politique. La démocratie française, mais aussi la plupart des démocraties mondiales, montrent leur incapacité à déployer des actions fortes pour lutter contre ces problématiques. Quel système politique pourrait fonctionner selon vous et la démocratie a-t-elle un avenir? En quelques mots, Il faut quand même que je réponde à cette question parce que je vais être très honnête avec vous, cette question m'est insupportable. Je ne suis pas d'accord du tout avec le constat. Si vous voulez, le constat, la démocratie est incapable de faire la transition écologique, non, c'est le manque de démocratie nous rend incapables d'avancer vers la transition écologique. Regardez la Convention citoyenne. Si ça, ce n'est pas la démocratie, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est justement parce que le débat démocratique n'est pas instruit dans l'espace public, parce qu'une partie des médias ne font pas leur boulot, parce que ce que vous savez, vous, sur la transition écologique, vos parents ne le savent pas, pour la majorité, malheureusement. Ma génération est très peu informée, très mal informée sur la transition écologique. Et donc, il n'y a pas de débat démocratique sur la transition écologique, en vérité. C'est ça qui fait que ça n'avance pas. Ce n'est pas l'excès de démocratie, c'est l'insuffisance de la démocratie. Donc, à mon avis, si on veut avancer plus vite, il faut plus de démocratie. Et par ailleurs, ce qui bloque vraiment, puisqu'en fait, ce qui est derrière cette question, c'est pourquoi ça n'avance pas. Et donc, du coup, le fantasme qui nous habite quelquefois, qui est, et ça c'est plutôt un fantasme d'ingénieur, je dis ça en toute amitié pour les ingénieurs qui sont dans la salle, le fantasme qui est, mais en fait, une bonne dictature verte, ça permettrait d'avancer. Ça, c'est catastrophique. Parce que s'il s'agit de sacrifier les droits humains à l'écologie, je m'interroge. Est-ce que je ne préfère pas les droits humains à l'écologie? Je me pose vraiment la question. Donc, par rapport à ça, le vrai blocage, la vraie raison pour laquelle ça n'avance toujours pas, les médias ne font pas leur boulot, etc. Bon. C'est, à mon avis, du côté du secteur bancaire. Pourquoi? Parce que le secteur bancaire, tel qu'il existe actuellement, avec le business model qui est le sien aujourd'hui, ne peut pas supporter la transition écologique. Si on fait la transition écologique, il est mort. Le secteur bancaire, une bonne partie des compagnies d'assurance et tous les fonds communs de placement. Pourquoi? Parce que toutes ces institutions financières, les compagnies d'assurance sont devenues des institutions financières fondamentalement, toutes ces institutions financières ont dans leur bilan des centaines de milliards, voire des milliers de milliards d'actifs liés aux hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz. Si demain matin on décrète que le charbon c'est fini, que le charbon devient ce qu'on appelle un actif échoué, donc un stranded asset, ces institutions financières vont perdre la valeur de leurs actifs, c'est-à-dire que ces actifs vont voir leur valeur tomber à zéro. Et donc, une bonne partie de ces institutions financières sera en faillite. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Donc, comme les gens qui dirigent ces institutions financières savent calculer, ils ont déjà fait leurs calculs depuis longtemps, et ils savent qu'ils ne peuvent juste pas accepter la transition, parce qu'ils sont morts. Et donc, une bonne partie de nos banques sont contraintes de faire du greenwashing, ce qu'elles font. Donc, les green bonds, dont nous nous gargarisons depuis 10 ans, n'ont rien de vert. Et les obligations vertes ne sont ni plus ni moins vertes que toutes les obligations. Tout ça, c'est du greenwashing, pour nous faire croire que ça avance du côté de la finance. La finance verte, pour l'instant, c'est essentiellement du marketing. Il n'y a pas de réalité profonde derrière la finance verte aujourd'hui. Tout ça est à inventer, une vraie finance verte. Ça suppose de régler le problème de nos banques, de nos compagnies d'assurance et de nos fonds communs de placement, qui ont en fait des métastases cancéreuses, qui sont les actifs bruns, dont elles ont hérité à cause du passé, si vous voulez. Elles ne sont pas uniquement responsables toutes seules. Les bilans de nos banques sont le reflet des choix de société qu'ont fait vos parents, qu'ont fait les miens et les générations d'avant dans les décennies qui ont précédé. Puisque, si vous voulez, toute la reconstruction de la France en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, c'est essentiellement du pétrole, qui s'est surajouté au charbon et au gaz. Donc ça, c'est un choix de société. On aurait pu décider de ne pas le faire. On l'a fait. Donc ça se retrouve dans les bilans de nos banques, puisque ce sont nos banques qui ont financé tout ça, avec les banques publiques.
Et donc, ce n'est pas étonnant que finalement, nos institutions financières aujourd'hui continuent d'avoir des actifs extrêmement bruns. Donc, il y a une décision collective à prendre aujourd'hui pour faire une opération chirurgicale, une ablation des métastases brunes qui sont dans les bilans de nos banques, de nos compagnies d'assurance et de nos fonds communs de placement, pour qu'ils puissent enfin faire leur boulot. Vous voyez ? Donc c'est ça c'est un énorme enjeu, colossal. Donc l'Institut Rousseau, qui est un think tank dont je suis le président, va sortir dans les semaines qui viennent une note sur ce sujet, où on va vous donner les chiffres. On a travaillé avec des étudiants, comme vous d'ailleurs, on a chiffré en fait le montant des actifs bruns de nos grandes banques, et puis d'un certain nombre de banques espagnoles, italiennes, anglaises, pour qu'on ait un peu une idée de l'ordre de grandeur de qu'est-ce que ça représente, ces actifs bruns. Et on fait des propositions pour faire l'ablation, l'opération chirurgicale. En gros, vous n'avez que 3 options, et je vais m'arrêter là, et après on va s'arrêter. La première option, c'est, on fait un peu comme pour la crise des subprimes en 2008, on crée une banque de défaisance publique, on va l'appeler, je ne sais pas comment, la banque de la transition écologique, qui va racheter les actifs bruns de nos banques, et elle va se financer comment? Mais grâce à vous, c'est-à-dire grâce aux contribuables. Donc, on va prélever des impôts et vous allez payer, en fait, le prix des actifs bruns détenus par nos banques. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout parce que c'est vrai que nos banques héritent en partie des choix de société qu'on a fait dans le passé, mais elles aggravent leur cas parce qu'elles continuent de financer le brun. Je vous en ai parlé tout à l'heure, 70% du financement énergétique par nos banques, c'est de l'énergie fossile. Donc, c'est un peu comme, si vous voulez, un fumeur qui a un cancer, qui continue de fumer, donc il aggrave son cas. Donc, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse un cadeau, je veux bien être le Père Noël, mais qu'on fasse un cadeau à nos banques dans l'exacte mesure où elles continuent d'aggraver leur cas. Donc, je ne vois pas pourquoi le contribuable le paierait, premièrement. Deuxième grande option, ça c'est plutôt une option, disons, on pourrait dire mélenchonienne, vous forcez la transition écologique et vous provoquez la faillite de nos banques. Ça, c'est ce que fera une dictature d'ingénieurs verts, vous voyez, par exemple. Je dis ça en toute amitié pour les ingénieurs. Mais qu'est-ce que vous faites une fois que vos banques ont fait faillite? Vous avez quand même besoin d'un secteur bancaire pour faire vivre l'économie. Donc là, évidemment, ce que vous allez dire, c'est que vous nationalisez vos banques. Une fois que vous avez nationalisé vos banques, qui est-ce qui paye les pots cassés, etc. Troisième option, à mon avis, c'est la meilleure. Vous faites du judo avec le poids de création monétaire de la Banque centrale européenne. Autrement dit, vous faites exactement la même chose que pour l'annulation des dettes publiques au bilan de la BCE. Donc, je n'ai pas été jusqu'au bout du raisonnement tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on pouvait annuler les dettes publiques au bilan de la BCE. Une fois que vous avez annulé la dette publique au bilan de la BCE, qu'est-ce qui se passe? La BCE fait une perte colossale. Elle perd au moins 2200 milliards. Sachant que ses fonds propres, c'est 10 milliards. C'est rien du tout. Et en fait, ça n'a aucune importance. Les fonds propres sont ridicules parce que justement, ce n'est pas les fonds propres qui assurent la crédibilité de l'euro, c'est la vitalité de l'économie européenne. Donc la BCE fait 2200 milliards de pertes et elle se recapitalise elle-même toute seule. Donc elle crée la monnaie, il a le droit de le faire parce que c'est une banque centrale, pour se refaire ses fonds propres. Maintenant, vous faites la même chose avec les actifs bruns des banques privées, des compagnies d'assurance et des fonds communs de placement. La BCE leur rachète leurs actifs, comme aujourd'hui elle achète des titres de dette publique, elle prend ces actifs dans son bilan, et là on fait la transition. Et là, elle peut, dire la valeur de ces actifs peut s'effondrer à zéro, c'est pas grave, même pas mal, parce que c'est la BCE. Et la BCE crée la monnaie pour se recapitaliser elle-même. Donc ça ne coûte rien à personne. Alors, après, il faut rajouter 2 bémols. Le premier, c'est, à mon avis, il faut qu'elle rachète ses actifs auprès des banques, des compagnies d'assurance et des fonds communs de placement, avec une petite décote, histoire que nos institutions financières sentent quand même passer le vent du boulet, qu'elles comprennent que maintenant la récréation est finie, et évidemment conditionnellement au fait que désormais elles ne financent que du vert. Parce que si elles recommencent à fumer, si vous voulez, ce n'est pas la peine de faire l'ablation des métastases cancéreuses. Vous voyez. Et puis après, la BCE détenant les actifs bruns, vous pouvez lancer la transition pour de vrai. Mais en fait, une fois qu'on aura fait ça, les banques arrêteront d'être debout sur le frein à main pour empêcher la transition. Et en fait, elles y seront favorables. Parce que fondamentalement, les banquiers sont des gens comme vous et moi, ils ont envie qu'on fasse la transition. Simplement, si ça tue leur banque, là, ils ont moins envie. Donc, il faut trouver un moyen de les aider, en vérité, de les aider à faire leur boulot de banquier. C'est ça, à mon avis, l'enjeu fondamental. Ce n'est pas l'excès de démocratie, au contraire. Il faut plus de démocratie et une délibération collective pour comprendre comment on aide nos banques à arrêter d'empêcher tout le monde de faire la transition. Merci, Monsieur Giraud. Voilà. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci de nous avoir accordé ce long entretien à nos 3 écoles.
On en retiendra, je pense, l'importance de la coopération entre tous les acteurs, entreprises, société civile, ONG, et aussi tous les métiers, que ce soit économistes, ingénieurs, commerciaux, pour relever ce défi de société ensemble. Merci encore, Monsieur Giraud. Merci à vous. Une très bonne soirée. Merci bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée.